C'est parti, concentration, elle joue gros. Émilie, c'est maintenant. Ça passe. World champion representing France, Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer. C'est fini. C'est terminé, bravo Marie-Pierce, elle a gagné, elle l'a Il va mérité. falloir y aller. Elle y va peut-être. Et c'est elle qui marque le 23e but français. Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci Jocelyne d'être avec nous. Donc aujourd'hui, on reçoit Jocelyne Roland, d'ailleurs dans un jour particulier parce que ce soir, c'est ton anniversaire. Nous sommes le 4 octobre. Donc bon anniversaire Jocelyne et merci d'être avec nous. Merci, c'est un plaisir. Tu es kinésithérapeute et scénologue, c'est-à-dire que tu es spécialisée dans l'accompagnement des femmes et dans la rééducation du cancer du sein. Tu es formatrice en formation continue, d'ailleurs c'est là où j'ai eu la chance de te rencontrer. Et tu animes régulièrement des ateliers à l'hôpital américain de Paris pour apprendre aux femmes à gérer leur corps après justement un cancer du sein. Alors ça, c'est quelque chose qu'on peut lire au dos de tes livres, parce qu'en plus de ça, tu es auteure. Tu es l'autrice de 3 livres, la méthode Avirose, Que faire après un cancer du sein, et un autre livre sur la méthode Rose Pilate. Tu es également autrice sur ton blog Se reconstruire en douceur, où on peut trouver l'annuaire des kinésithérapeutes qui sont formés à tes méthodes. Et tu es également la marraine du réseau des kinésithérapeutes du sein. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans cette belle introduction ? Non, je crois pas, non. J'anime aussi souvent des webinaires à destination des patientes. Oh, génial! Ouais, pour l'association Roseup et pour ma maison Roseup. Ok. Ce qui fait que je suis en contact avec des patientes, des femmes que je ne vois pas, que je ne connais pas, mais à qui j'explique que les traitements du cancer du sein, la kinésithérapie, et surtout j'essaye de les aider le mieux possible à distance. Ok. Donc la maison Roseup et Roseup, ce sont des associations de patientes, c'est ça ? Alors, Roseup, c'est une association qui défend les patientes avec toutes sortes de cancers. Et puis, elles ont créé, donc Roseup a créé 2 maisons réelles, une à Paris, une à Bordeaux, qui sont des centres de soins de support. Et pour toucher davantage de femmes, et en particulier les femmes qui sont isolées, la Roseup a créé Ma Maison Roseup, qui est une association en ligne pour proposer des soins de support, donc des tas de webinaires, de vidéos pour aider les femmes à mieux vivre cette épreuve du cancer. Trop bien. Donc une vraie rééducation en ligne, quoi. Enfin, en tout cas, des soins de support en ligne. Je savais même pas que c'était possible. Et Roseup est connu pour le magazine Rose, le fameux magazine Rose qui est déposé dans les centres du traitement du cancer 2 fois par an, en mai et en octobre, et que l'on peut se procurer en adhérant à l'association. Chaque année, quand on adhère à l'association Roseup, on reçoit les 2 numéros du magazine Rose. Génial. Et du coup, pour ceux qui ne sont pas familiers, est-ce que tu pourrais nous définir ce que sont les soins de support peut-être ? Alors, les soins de support, la définition est simple, ce sont les soins qui aident à supporter la maladie et ses traitements. Et ça, c'est vraiment très important parce que ça dit bien la situation, la maladie, on doit aider à supporter cette maladie, mais surtout, on doit aider à supporter aussi les traitements. Et nous, kinésithérapeutes, on sait bien que ce sont souvent les traitements dans le cadre du cancer du sein qui rendent les patientes malades et qui peuvent laisser des déficits. Et la kinésithérapie doit avoir ce rôle de combattre les déficits pour qu'il n'en reste pas et que les femmes puissent reprendre une qualité de vie optimale et, on verra, on en reparlera je pense, qu'elles puissent pratiquer de l'activité physique. Ok. J'ai une petite question,
si ça vous dérange pas. Pas du tout. Comment vous êtes venu à vous spécialiser dans ce domaine-là qui est quand même très particulier? C'est par pure curiosité. Oui, oui, mais c'est important comme question parce que, en fait, c'est une rencontre fortuite dans mon cabinet que, j'avais ouvert, en fait, j'ai réouvert un cabinet en 2009. Moi, je suis diplômée en 1977, donc ça commence à faire quelques années. J'ai exercé mon métier de kiné dans différents domaines et en 2008, j'ai vraiment eu envie de revenir aux soins en libéral, en ville et j'ai ouvert un cabinet. Mais à cette époque-là, je voulais faire un cabinet centré sur la femme et beaucoup plus la beauté et le bien-être que la thérapeutique. Donc je m'étais formée au pilates et voilà, j'avais cette idée d'aider les femmes et puis j'ai rencontré une patiente opérée d'un cancer du sein et qui justement venait pour une problématique de beauté, c'est-à-dire de beauté de sa Mmh. cicatrice. Et j'ai découvert, le cancer du sein avec cette patiente et avec ces problématiques de femme, en fait, et je me suis dit qu'il y avait énormément à faire du point de vue de la kinésithérapie, qui à l'époque était encore beaucoup, teintée de drainage lymphatique pour le gros bras, et pas tellement pour le reste et entre autres la remise en forme et toute cette notion de qualité de vie et de reprise d'activité physique. Donc je me suis dit: «Il y a vraiment quelque chose à faire, à développer, à écrire». Et j'ai trouvé ça, très, très intéressant et puis, une patiente, est contente des soins. Alors elle en parle à son chirurgien qui renvoie des patientes et puis de fil en aiguille, c'est devenu vraiment ma spécialité et puis en parallèle, j'ai développé les concepts d'activité physique et donc voilà, ça s'est fait comme ça et après je me suis dit: «En fait, moi ce qui me plaît dans cette prise en charge, c'est aider les femmes à vivre, ces moments de manière moins difficile, moins lourde, un peu comme, comme une solidarité féminine. C'est-à-dire que, je voyais des femmes qui souffraient pendant les traitements et j'avais envie de les aider. OK, c'est passionnant. Et du coup, est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur la manière avec laquelle vous procédez pour les aider au niveau de la douleur peut-être? Alors, oui, oui, au niveau de la douleur, au niveau, des raideurs articulaires, au niveau de la fonte musculaire. En fait, les traitements du cancer du sein, moi, je dis souvent, pour résumer la situation, je dis que les traitements déconstruisent le corps féminin. Parce qu'en fait, on Mmh. parle, souvent de reconstruction. Quand une femme a perdu son sein, on parle de reconstruction, mais on parle pas toujours de déconstruction. Et quand on voit ce qu'elle traverse, c'est-à-dire la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie et l'hormonothérapie, on s'aperçoit que le corps féminin, il est vraiment malmené Mmh. et il va perdre beaucoup de ses capacités. Capacités, motrices, de drainage, capacité en ce qui concerne la féminité, la séduction, la confiance en soi et puis bien sûr la pratique d'activité physique, mais aussi le travail. Est-ce que ces femmes vont pouvoir reprendre leur travail? Est-ce qu'elles vont, effectivement avoir des douleurs? Donc c'est tout ça la prise en charge et c'est vraiment une prise en charge, qui va aider à reconstruire les femmes, avec ou sans reconstruction, en fait, anatomique. Parce qu'au final, Mmh. la reconstruction du sein, alors bien sûr, hein, c'est très important pour certaines femmes, mais parfois, ça peut passer au second plan parce qu'il y a énormément de déficits, de douleurs, de raideurs, de limitations qu'il faut combattre, en priorité. Oui, bien sûr, j'imagine que la qualité de vie, réaugmente après avec, moins de douleur et plus de capacité dans le quotidien. Exactement et d'autant Mmh. plus que le cancer, ça reste encore un domaine où les femmes ont du mal à se plaindre de douleurs. Souvent elles disent: «Ah bah, je vais pas embêter mon chirurgien ou mon oncologue parce qu'il m'a sauvé la vie, pourquoi j'irai l'embêter avec des douleurs?» Et il y a souvent Mmh. cette notion que, la douleur, c'est une fatalité dans le cancer et qu'on va vivre avec. Ben non. Nous, Mmh. kinésithérapeutes, on estime que, une douleur qui existe encore dans les premiers temps après les traitements, c'est une douleur qui risque de se majorer dans les années qui vont venir et qui vont vraiment, perturber la qualité de vie et la pratique d'activité physique. Et une femme qui ne pratique pas de l'activité physique, c'est vraiment aujourd'hui une perte de chance pour l'avenir. Mmh. Complètement. Vous avez des méthodes, particulières pour, la prise en charge, de la douleur?
J'imagine que oui. Bah, oui et non, en fait, ce sont toutes les techniques que l'on connaît aujourd'hui, pour la prise en charge de la douleur. Donc ça peut aller pour des douleurs, nociceptives, c'est-à-dire périphériques, un tendon qui fait mal, un muscle qui fait mal. On va utiliser les techniques habituelles en kinésithérapie, des massages, des étirements, du renforcement musculaire, la posture, la respiration, enfin toutes sortes de choses assez banales en kinésithérapie. Et puis pareil, quand il y a des douleurs neuropathiques, il y a souvent du fait de la fibrose qui s'installe, des nerfs qui sont bloqués. Alors ça peut donner des anesthésies sous le bras, ça peut donner des hyperesthésies, c'est-à-dire une douleur qui est ressentie de façon violente et qui est inquiétante pour les femmes. Donc tout ça, on va le traiter en transformant les tissus. Et puis après, on a justement dans les soins de support le recours à des techniques comme la sophrologie, l'hypnothérapie, la méditation, enfin tout un tas de techniques qui vont prendre en charge la patiente dans sa globalité. Alors qu'on ne sait pas forcément nous faire kinésithérapeute, mais il y a des kinés qui sont aussi hypnothérapeutes, bien évidemment, mais là, on va justement travailler en équipe autour de cette patiente. Après, il y a la médecine de la douleur avec des techniques performantes aussi. Et puis toujours l'activité physique, parce que dans beaucoup de douleurs post-cancer, l'activité physique, c'est la chose qui va permettre à la patiente de sortir un peu de son contexte douloureux, de retrouver un corps qui fonctionne et de ce fait se faire du bien dans sa tête, et en particulier pour la centralisation de la douleur, et mieux vivre, tout en ayant toujours cette douleur, mais mieux vivre autour de cette douleur et pas en faire ce qu'on appelle du catastrophisme, c'est-à-dire que la douleur prend toute la place en fait. Mmh. Ah, complètement. Et en fait, je trouvais que justement dans l'approche de la formation que j'avais suivie, alors je me souviens plus de l'intitulé exact, Jocelyne, si vous voulez bien euh, me raviver la mémoire. Bah, Euh, la c'est formation que je donne, c'est vraiment la formation de base en ouais, celle-là, kinésithérapie du à cancer du Paris. sein, voilà, dans le cadre de l'IPPP, où je donne un panorama complet du cancer du sein, parce que mon idée, c'est pour que le kiné puisse prendre en charge correctement une patiente, il faut qu'il puisse expliquer à la patiente ce qu'elle n'a pas compris dans la pathologie, dans les traitements, dans les effets secondaires. Mm, Et mm. donc, il faut une solide connaissance de base du cancer du sein parce que c'est un domaine qui est en perpétuelle évolution. Et puis ensuite, on développe la kinésithérapie. Et j'en suis à la version 75 de ma PowerPoint. Je suis C'est pas pour vous dire que étonnée ça du évolue tout. tout le temps, en fait. Ouais, en fait, moi, ça a été un régal et une vraie découverte parce qu'en fait, on est tellement revenu sur la physiopatho. En fait, j'avais pas forcément d'attente sur cette formation, mais c'est vrai que ça a été génial parce que je suis pas sortie avec une boîte à outils et des recettes. Mm. Je suis sortie avec énormément de connaissances et je suis allée me former sur d'autres champs pour pouvoir appliquer au Ouais. cancer du sein. Ouais, Et je trouve que ouais. c'est vraiment la philosophie qui ressort, du cours et qui était passionnante. Et du coup, ça rebondit un peu sur la question de Barbara. C'est que du coup, finalement, il y a pas une méthode, il y a pas un outil. Il y a même si voilà, tu as créé des méthodes, d'activité Ouais. physique adaptées Ouais. que tu nous présenteras. Mm. Mais c'était vraiment surtout: «OK, mais pour cette patiente qui a des neuropathies, voilà sur quoi on peut agir. Pour Exactement. cette patiente qui a des raideurs sur son pectoral parce qu'il a été irradié par la Mm. radiothérapie, voici ce Ouais. qu'on peut faire». Donc effectivement, Ouais. ça ne change pas en termes de méthode, de kinésithérapie. Ça pourrait tout à enfin moi, c'est clairement des méthodes que j'ai appliquées sur mes patientes qui étaient en soins en prise en charge de rééducation, post-cancer. C'est Ouais. clairement les mêmes méthodes que je pouvais faire à mon sportif qui venait de finir un C'est trail, en exactement fait. ça. C'est Mmh. exactement ça. C'est qu'en fait, moi je dis souvent que la kinésithérapie dans le cancer du sein, c'est pas une kinésithérapie qui est sophistiquée, ça peut être très simple. Par contre, il faut savoir que rechercher dans le bilan. Ouais, Par exemple, tu prends l'exemple du pectoral, quand on passe à côté d'un pectoral qui est raide, on peut pas avoir d'efficacité sur une épaule. tout à Et fait. moi, je me souviens d'une patiente qui était venue avec un diagnostic de capsulite et je m'étais dit: «Mais comment on peut dire qu'elle a une capsulite étant donné que son pectoral, c'est du bois et de toute façon, il empêche tout mouvement de l'épaule?» Mmh. Et c'était pas une capsulite. Il s'agissait de vraiment d'étendre ce pectoral qui était trop fort, de renforcer les muscles postérieurs de l'omoplate qui étaient trop faibles, avec un contrôle moteur vraiment déficient. Et de ce fait, le pectoral, il s'est assagi et Ouais. l'épaule s'est libérée complètement. Mmh. Mmh. C'est hyper intéressant. Et Ouais.
Voilà, pour les douleurs, par exemple, je dis souvent aux kinésithérapeutes que je forme de se former à nouveau, Sur la douleur. dans des séminaires sur la douleur, parce que la douleur, c'est devenu quelque chose d'encore plus précis, qu'avant, donc il faut se former dans ce genre de formation et pareil en éducation thérapeutique et cetera. Mmh. Comme je pense on est écouté par des soignants, mais aussi des non-soignants, est-ce que tu crois Ouais. qu'on pourrait présenter potentiellement les différents tableaux douloureux qu'on pourrait trouver, après un cancer du sein? Je pense aux douleurs neuropathiques, aux douleurs, Oui, oui, bien sûr, bah, il y a toutes les douleurs. Voilà, toutes les douleurs, ce qu'on appelle maintenant nociceptifs ou périphériques, c'est-à-dire, tout ce qui est malmené par, la chirurgie, la mauvaise position, le fait mmh, d'être crispé sur une zone depuis la biopsie, parce que c'est quand même violent cette biopsie et cette chirurgie, donc les femmes ont tendance à se recroqueviller sur la zone, opérée et ça peut générer des douleurs de tendons, de muscles, de moi j'appelle ça des douleurs de crispation. C'est-à-dire quand on est crispé dans une position particulière, automatiquement, beaucoup d'éléments figent cette position et après ça auto-entretient, des douleurs. Après, il y mmh a toutes les douleurs neuropathiques, donc là, c'est tous les nerfs qui sont bloqués, par des cicatrices, de la fibrose ou irrités parce que, bah, quand il y a un bistouri de chirurgien qui passe par là, forcément, ça peut irriter des nerfs ou les bloquer, par la cicatrisation, donc c'est presque, on va dire normal, mais il faut l'identifier, il faut traiter les barrages, libérer mh, les zones. Il faut que la patiente aussi parce que ça, c'est une notion que je rappelle souvent, et aux patientes et aux kinés. Si toute la journée, la patiente, elle est assise, recroquevillée sur la zone opérée, c'est pas en faisant, 2-3 minutes de massage et d'étirement que ça va régler le problème. Il faut que la patiente se prenne en charge, fasse, des exercices, des étirements, se lève toutes les heures de son poste de travail ou chez elle, s'étire, parce que sinon les tissus vont se rétracter et pérenniser ces douleurs. mmh Et puis après, il y a toutes les douleurs, alors les neuropathies des chimiothérapies, puisque oui. les produits sont Mmh. très toxiques, mais ils Mmh. soignent, bien sûr, ils guérissent, mais au passage, ils peuvent, abîmer les nerfs et entraîner des gènes, comme des fourmillements, des engourdissements et Mmh éventuellement des douleurs. Et puis il y a toutes les douleurs, bah, par exemple, une femme qui est en chimio, ces produits même bon, on vient de parler des nerfs, mais ils vont s'accumuler, en fait, dans les tissus conjonctifs. Donc souvent, les femmes ont des douleurs dans les tendons d'Achille, les tendons des quadriceps, parce que ce sont des gros tendons, donc ils captent beaucoup de produits de chimio et c'est douloureux. Et là encore, plutôt que de rester immobile, voilà, il Mmh. faut bouger et le fait de moi, je dis souvent à mes patientes, ça draine les produits de la chimio, le fait de bouger. Donc ça veut dire, Mmh. ils sont venus, ils ont traité, mais maintenant on a envie qu'ils s'en aillent et voilà et tout ça, ce sont les douleurs, rajoutées et puis, ensuite les douleurs, centrales, c'est-à-dire, on peut utiliser moi j'aime bien utiliser le mot de souffrance, c'est-à-dire j'ai une douleur, mais je souffre, alors c'est pas dans la tête, hein, c'est vraiment mon cerveau qui majore cette douleur mh. et ça, faut en être conscient et il faut essayer de trouver des moyens de court-circuiter cette douleur, Mmh. heu et c'est là où on parle de catastrophisme parce que, Tout à fait. bah, faut jamais oublier Mmh. qu'on est dans le cadre du cancer, donc le cancer, c'est quand même Mmh. inquiétant, c'est stressant, les femmes s'inquiètent pour leur avenir, pour leur famille et ça va forcément majorer, tous ces signes de douleur. Mmh. Ah, c'est très complet et je compléterai un petit peu sur les douleurs neuropathiques. En fait, pour définir une douleur neuropathique, elle sera plutôt brûlante. Enfin, en tout cas, ça peut faire des brûlures, des coups de poignard, plutôt des coups d'électricité, des fourmillements. Là, une douleur nociceptive, c'est peut-être plus que le commun des personnes qui nous écoutent peuvent expérimenter, donc des douleurs qui font plutôt, douleurs pas courbatures, mais vous savez, c'est quand le muscle est un peu Oui, sourd à l'intérieur. Donc c'est vraiment ouais, pas la même typologie de douleur. oui, Les douleurs nociceptives, on a tendance aussi à pouvoir, les «pointer du doigt» entre guillemets, c'est-à-dire que c'est assez exactement. local. Là où Mmh. des douleurs, neuropathiques, elles vont plutôt être sur des trajets, c'est diffus, Oui, on peut le oui, tracer avec un doigt tout le long de la périphérie. Donc voilà, ça permet aussi de oui, catégoriser oui, et en fait, c'est pour ça que c'est très intéressant de connaître la physiopathologie de pourquoi cette douleur est là, parce que le traitement qui sera associé à ces douleurs, il est pas le même. On traite pas des douleurs neuropathiques comme on traite des douleurs nociceptives. Donc c'est pour ça en exactement. fait que c'est important de connaître un petit peu
la physiopatho et la cause de la douleur et moi, j'avais Oui, beaucoup aimé ce que tu avais dit sur les neuropathies qui sont liées à la chimio parce que du coup, tu avais présenté une marque aussi qui protégeait les ongles. Et oui. justement, il y avait plein de petites astuces comme ça où justement se mettre du vernis avec de la silice, je crois. Je sais plus c'était quoi Alors le maintenant, on l parle beaucoup de vitamine E dans les OK, produits pour les ongles, pour protéger les ongles plus que du vernis. ouais. Mais voilà, c'est tout un ensemble de soins qui vont faire que, tous les effets secondaires vont être, Mmh, jugulés, vont être traités pour éviter, par exemple, dans le cas des ongles, que, les ongles s'abîment vraiment, que ouais. les ongles tombent et que ça crée d'autres troubles, parce qu'on a besoin de nos ongles pour la sensibilité de nos doigts. Donc si on Mmh. n'a plus d'ongles et si les ongles font mal, c'est autant de mouvements qui sont perturbés. Mmh, tout à fait. Mmh. Et tu vois, je reviens Et juste sur les neuropathies, sur les douleurs, parfois les femmes sont inquiètes parce qu'elles ont des douleurs dans le sein opéré et mmh des coups d'aiguille et moi je leur dis: «Mais c'est normal, ça veut dire que les nerfs repoussent et que simplement votre sein n'est pas souple et que le nerf qui repousse, il heurte une zone de fibrose et ça veut dire qu'il faut masser le sein, qu'il Mmh mh. faut, mobiliser ce sein pour qu'il n'y ait plus ces zones de fibrose» Mmh. et quand on explique aux femmes la raison de leur, de ces troubles un peu bizarres, elles sont rassurées et puis, Mmh. comme elles comprennent aussi ce qu'il faut faire pour, lever ces barrières de fibrose et cetera. Mmh. Puis quelque part, ça rend acteur de son soin et quand on vit une période comme ça, bah, mine de rien enfin après il y a plein de manières de réagir, mais il y a beaucoup de personnes pour qui, ben, ça aide d'avoir des choses à faire ou de Oui, pouvoir justement être acteur sur, la suite. tout Mmh. à fait, parce qu'en fait, on se rend compte, encore aujourd'hui, que beaucoup de femmes ne comprennent pas ce qui se passe. Ouais. Et l'autre jour, sur Facebook, je voyais un message d'une femme qui disait, «Depuis que j'ai été opérée, je ne sens plus rien sous mon bras, dans le creux de l'aisselle. Mon médecin ne comprend pas non plus». Et je Ah trouvais oui. ça fou parce que quand on est opéré, forcément, on passe par des moments où on ne sent plus la zone opérée, mais c'est normal. Enfin, le chirurgien, il a Mmh mh. coupé des nerfs et de voir cette femme qui ne comprenait pas et son médecin qui ne la rassurait pas, je trouvais Ouais. ça fou. Et je me dis: «On est en 2023 et il y a encore des femmes qui pensent que c'est inquiétant de ne pas sentir une zone qui vient d'être opérée», alors Mmh. malheureusement, c'est tout à fait normal et ça va récupérer. Et ça contribue au phénomène de sensibilisation centrale. Donc, effectivement, quand tu parlais d'intégration de Complètement. la douleur, effectivement, bah, moi, c'est quand les patients me disent: «Oui, c'est sûrement dans ma tête et tout», je dis: «Oui, bah, enfin, pas de tête, quoi» et donc, y a pas de tête, pas de douleur, certes, mais Ouais, pas de ouais. tête. Donc, en fait, vous êtes Et pas oui. sur terre non plus. Donc, en fait, ces messages, ils sont obligés d'être intégrés quelque part et effectivement, quand il y a une accumulation de messages, il y a ce Ouais. qui se passe, enfin, je le dis vraiment très vulgairement, mais ça s'appelle une sensibilisation centrale et effectivement, avec un discours nocebo et des peurs et des inquiétudes, on met vraiment Ouais. le feu sous la casserole à fond, quoi. Et donc ça fait Exactement, flamber tout le système et c'est exactement. contre-productif au possible. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir soit d'admettre ses limites et puis de référer, cette patiente Oui. si on connaît pas ou, Mmh. en tout cas se former et avoir un discours, adapté, dans ces cas-là, quoi. Parce qu'on fait plus de mal que de Mais bien. c'est pour ça que j'ai écrit mon dernier livre, sur, que faire après un cancer du sein parce Mmh, que j'avais trop de questions posées par les patientes qui montraient que, on n'expliquait pas et que les femmes étaient empêchées d'avancer par des dogmes, des idées reçues et mmh, qui sont encore très nombreuses aujourd'hui tout et à fait. c'est fou parce que c'est déjà difficile ce parcours. Si en plus on rajoute des choses qui sont pas fondées, on comprend que les femmes aient du mal à se sortir de ces épisodes, hein. Complètement et je dirais que même pour les professionnels de santé, il est vraiment intéressant parce que c'est des questions tellement concrètes que ça permet aussi de pouvoir répondre aux questions que les femmes pourraient nous poser. Donc vraiment, il est c'est enfin, en tout cas, moi, c'est celui que j'ai préféré des 3 donc je le recommande à mes confrères, au sens large, qui s'occupent de personnes qui sont dans cette situation. Bah, merci, mais c'est pour ça que je l'ai écrit. C'est à la fois pour les femmes, mais aussi pour que le kinésithérapeute sache répondre aux questions parce qu'il faut vraiment prendre conscience de l'importance de notre rôle, dans ces explications et dans la compréhension de ce qui se passe. C'est déjà tellement anxiogène en fait de vivre ce genre de situation. Rien que l'anxiété, la peur de mourir en fait, Oui, de traverser tout le processus et après de se dire ok mais pourquoi j'ai mal, pourquoi je ne sens pas, pourquoi ouais, qu'est-ce qui se passe en fait. ouais. Mmh. Donc c'est clair que informer là-dessus, je Ouais. vous remercie de le faire. Merci, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de femmes, quand elles sont opérées, pour un cancer du sein, elles ont l'idée que leur bras ne sera plus jamais le même et j'entends moi souvent, très, très souvent encore:
la notion de réorientation professionnelle. C'est-à-dire qu'on va dire à une femme, qui a un métier de force, on va lui dire: «Vous ne pourrez pas reprendre votre travail» et on le dit a priori. Et moi je dis: «C'est faux, enfin c'est terrible de dire ça», parce qu'il y a des Mmh. femmes qui veulent reprendre leur travail. Si la femme veut changer de métier, OK, on l'aide à changer de métier. Mais si son travail lui plaît, il faut mettre en place de la rééducation, du réentraînement à l'effort au niveau du monde supérieur opéré, donc de l'activité physique, pour qu'elle puisse reprendre son travail et a priori, Mmh. il y a rien qui l'en empêche, Mmh. si on fait une rééducation correctement menée. Puisque maintenant on sait qu'il y a plus de limite dans la récupération. Mmh. Eh bien non, on dit encore à des femmes et par exemple à des femmes kinés qui ont un cancer du sein, on va leur dire: «Vous pouvez pas reprendre votre travail». Bah, c'est faux, C'est fou. on n'en sait rien. Mmh. C'est fou quand même de Mmh. continuer à dire Ouais, ça aujourd'hui. ouais, les discours nocebo, c'est vraiment terrible, je trouve. Ouais. Mmh. Mmh. Et surtout comme dit, bah, justement a priori parce qu'effectivement en fonction de comment s'est passé le curetage, en fonction effectivement de l'ampleur, de l'opération, bien sûr, il y aura des peut-être potentiellement, des ajustements, mais c'est surtout le dire et l'annoncer a priori, c'est dramatique en fait, ça enlève encore plus de chances. Oui, oui et surtout, encore une fois, par rapport au curage axillaire, il y en a de Mmh. moins en moins. Oui. Ensuite, ils sont de plus en plus limités en termes d'étendue. Donc aujourd'hui, un curage axillaire ne devrait plus jamais avoir d'impact sur le membre supérieur. Et en plus, très souvent maintenant, on fait des biopsies du ganglion sentinelle, c'est-à-dire qu'on va retirer le chirurgien va retirer un, voire 2 ganglions et épargner le creux de l'aisselle. Et moi, je dis souvent un curage axillaire d'aujourd'hui, même si c'est le même mot, il n'a rien à voir avec un curage axillaire d'il y a 10 ans. Mmh. Sauf que les femmes sont restées avec des interdits et des conseils d'il y a 10 ans Mmh. Mmh. et alors que ça n'a rien à voir. Mmh. Mais ça, on le connaît dans plein de disciplines en Oui. kinésithérapie. Moi, j'y connais rien en kiné du sport, dans les ligamentoplasties du genou, des choses comme ça, mais je pense qu'il y a eu, des choses complètement, à l'inverse de ce qu'on disait il y a 10 ans. Donc on le Complètement. conçoit dans certains domaines, mais dans le cancer du sein, ça reste encore, figé. Mmh. C'est fou. Mmh. Et du coup un est-ce qu'on pourrait peut-être définir, curage axillaire? Parce que du coup j'en ai parlé, Oui. c'est Ah déjà oui, un oui, peu bah technique. un curage axillaire, alors par définition, le curage, c'est l'ablation des ganglions qui drainent un organe. En Mmh. fait, quand il y a un cancer du sein, si le cancer évolue, les cellules cancéreuses vont se diriger vers les ganglions lymphatiques, en particulier du creux de l'aisselle. Puisque la majorité des cancers du sein sont plutôt dans les compartiments externes du sein, les cellules cancéreuses sont drainées par le système lymphatique et vont se retrouver comme une étape, au d'abord, dans les ganglions. Mmh. Aujourd'hui, les femmes sont mieux dépistées, mieux suivies, donc il n'y a plus comme on avait avant des creux de l'aisselle qui sont envahis de cellules cancéreuses. Fort heureusement, on prend les femmes en soin bien avant et on fait des chimios, des choses comme ça pour assainir les ganglions. Et donc, quand on retire les ganglions du creux de l'aisselle, c'est parce qu'ils sont atteints par le cancer, mais tout ça en complément des chimiothérapies, des radiothérapies qui vont aussi assainir la région. Donc, on va retirer de moins en moins de ganglions et on va retirer des ganglions qui drainent plutôt le sein, pas les ganglions du Mmh. bras. Les ganglions du bras, ils sont situés plus haut dans le creux de l'aisselle et avant, on cherchait pas à comprendre, on retirait tous les Mmh. ganglions du creux de l'aisselle, donc forcément, on était très traumatisant pour le membre supérieur. Aujourd'hui, c'est moins le cas et d'autant plus qu'il y a eu des nouvelles techniques qui sont arrivées des USA dans les années 2000, qui consistent non plus à faire un curage, mais à repérer par différentes techniques le premier ganglion qui recevrait les cellules cancéreuses si le cancer était arrivé jusqu'au creux de l'aisselle. Mmh. Ça, c'est fantastique parce qu'au lieu d'enlever des ganglions sans savoir, on en retire un seul, on l'analyse et s'il est bon, c'est-à-dire pas atteint par les cellules cancéreuses, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc le creux de l'aisselle, il est épargné. On lui a Mmh. retiré un ganglion du sein et c'est tout. Mmh. Donc le panorama vraiment de la chirurgie du creux de l'aisselle a complètement changé et c'est pour ça que je dis qu'un curage d'aujourd'hui, même quand il a lieu, alors il y en a de moins en moins, mais même s'il a lieu,
c'est pas un curage d'il y a 10 ans parce que les chirurgiens sont de plus en plus formés au repérage du creux de l'aisselle avec différents niveaux. Le niveau où il y a que les ganglions qui drainent le sein, le niveau où il y a les ganglions qui drainent le sein, mais aussi un peu le membre supérieur, et le niveau encore plus élevé des ganglions qui drainent le membre supérieur. Mais il y a vraiment des repérages, donc logiquement, heu, le, tous les traitements vont dans le sens d'une préservation des voies de drainage du membre supérieur. Mmh. Je pense que c'est une clarification qui fera du bien à beaucoup de monde. Oui, oui, Merci parce que Jocelyne. Je crois qu'il y a toujours cette idée et Ouais. véhiculée souvent par des femmes qui ont été opérées il y a 10 ans, il y a 15 ans et qui, malheureusement pour elles, à l'époque, n'avaient pas eu cette chance d'avoir des traitements plus légers et elles restent avec cette idée que, un bras opéré, c'est un bras qui est fichu et qui va Mmh. grossir et c'est fini ça. Mmh. Et de même qu'on disait, «Ne soulevez plus, ne portez plus, plus jamais, pas plus de 5 kilos. Alors ça, c'est la phrase la plus débile que j'ai jamais entendue parce que pourquoi 5 kilos? Pourquoi Oui, pas 4? Pourquoi pas 6? Mais les femmes entendaient ça ouais. et elles disaient: «Pour toute la vie, je peux plus porter». Alors que maintenant, on va dire: «Du moment que vous êtes rééduqués en force, vous porterez ce que vous voulez, même vous ferez de l'haltérophilie si vous en avez envie, parce que vous allez faire un entraînement progressif Mmh. et il y aura plus de limites». C'est C'est génial. génial. Ouais, ouais, On est synchro. Et du coup, j'allais rebondir sur l'activité physique parce que c'est quelque chose que vous mentionnez comme très importante. ouais. Du coup, je veux bien que vous nous parliez de votre travail autour de ça, si Oui, parce s'il qu'en vous plaît. fait, dans toute la littérature, dans le du cancer du sein aujourd'hui, on voit des preuves scientifiques de l'efficacité de l'activité physique. Alors, en prévention primaire, secondaire, tertiaire. Donc Mmh. primaire, ça veut dire si les femmes faisaient plus d'activité physique, on diminuerait le nombre de cancers du sein. Bien Mmh. évidemment, moi j'aimerais bien ajouter, puisqu'on est en octobre rose, à condition aussi qu'on agisse sur l'environnement et pour limiter tout ce qui pollue et qui Mmh. abîme le corps des femmes, hein, ça, faut pas l'oublier parce qu'on a un peu trop tendance en octobre rose à dire, «Dépistez-vous mesdames et puis, faites de l'activité physique», mais on va continuer à polluer. Donc, Mmh. je ferme la parenthèse, mais je tenais à le dire. Ensuite, la prévention secondaire, c'est tous les effets secondaires des traitements sont améliorés par l'activité physique. Donc pendant les traitements et on dit souvent Mmh. dès le diagnostic, il faut faire de l'activité physique, donc ça veut dire au moins marcher, Mmh. faire un peu de gym, continuer à se muscler. En fait, Mmh. tant qu'on est enfin pas tant qu'on est une femme, mais toute notre vie de femme, on devrait, Mmh. se muscler parce que le vieillissement fait qu'on perd nos muscles et ça, c'est catastrophique pour Mmh. notre Mmh. santé. Et donc la troisième prévention, c'est la prévention tertiaire, c'est-à-dire une fois que le traitement du cancer sont terminés, pour rester longtemps en bonne santé, c'est-à-dire pour éviter les récidives et donc augmenter sa survie, eh bien, il faudrait à nouveau faire de l'activité physique. Donc Mmh. en fait, on devrait et c'est important parce que je pense que vous vous adressez à des femmes jeunes, on l'activité physique pour les femmes, c'est capital pour le bien vieillir. Mmh. Mmh. Complètement. Et je pense qu'on n'est pas assez sensibilisé à ça en tant que femme. Non et comme, alors est-ce qu'on pourrait juste définir la différence entre activité physique et sport? Parce que je Oui, pense que bien sûr, c'est c'est pas important. forcément clair non Ouais, plus, ouais, ouais. Mmh. déjà et Donc puis après je balancerai mes questions. voilà, ça marche. L'activité physique, c'est alors moi j'aime bien la classification du mot activité physique en 5 types d'activités physiques parce que je trouve que les femmes se retrouvent bien dans ça. Ce sont les déplacements, donc je marche, je monte les escaliers, c'est de l'activité physique. Ensuite, ce sont les activités domestiques. C'est-à-dire tout ce que je fais à la maison, peut être plus ou moins physique et ça compte dans la dose d'activité physique. Ensuite, il y a les activités de loisirs. Donc ça va de promener son chien à aller à la plage, quand on habite, La Réunion et puis, nager, enfin toutes ces activités, qui même jouer avec les enfants, emmener les enfants faire de l'activité physique, tout ça, voilà, ce sont les activités de loisirs. Ensuite, les activités professionnelles qui sont plus ou moins, actives, bien évidemment, parce que malheureusement, c'est dans le travail qu'on va trouver le plus de temps, passé assis et ça, on sait Mmh. que c'est très, très mauvais
Et enfin, donc, la 5e activité physique, c'est le sport. C'est-à-dire, une activité physique qui répond à des règles, dans un club, avec des notions de compétition. Mais déjà, si on pouvait dire à toutes les femmes: «Marchez le plus possible, activez-vous, dans votre quotidien, plutôt que de rester assise, bougez, montez les escaliers, soulevez des choses». Et là, dans le cancer du sein, on a tellement dit longtemps, hein, aux femmes: «Ne portez plus». Bah, maintenant, moi, je leur dis: «Portez, soulevez, faites des efforts». Et il faut que notre vie soit, active parce que le vieillissement, nous guette fort heureusement. Dans le cadre du cancer, c'est plutôt optimiste de parler de vieillissement. Mais Mhm. c'est vrai, une femme qui vieillit perd ses muscles et une femme qui a subi déjà de la chimio, des douleurs, va aussi perdre ses muscles. Donc Mhm. faut vraiment garder des muscles. Mm. Mhm. Complètement. Non, je rebondis sur effectivement le renforcement musculaire. Mm. C'est vrai que si on a la chance de vieillir, non seulement ça diminue le risque de maladies chroniques, mais c'est aussi pour notre densité minérale osseuse. Exactement. Mhm. Si on perd de la masse musculaire, et si en plus on manque de force, etc., on perd en autonomie, on est plus à risque de sarcopénie. Donc la sarcopénie, c'est le fait Mmh, d'avoir une fonte musculaire, hein, ouais. et de moins de force du coup. Et ça compte énormément dans la santé des femmes, et c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Et, euh, et je trouve que c'est dommage d'avoir une idée du sport. Bah, il faut faire du sport pour contrôler son poids, alors Mm. que bah, en fait, il se passe plein de choses autour de l'activité physique qui est bénéfique. Mmh. Euh, enfin, en dehors du poids, il faut avoir justement de l'énergie pour faire de l'activité et, euh, et avoir une bonne masse musculaire. Oui, mais Mm. c'est vrai que quand on demande, à des gens, pourquoi il faut faire de l'activité physique, par exemple dans le cadre du cancer, alors on entend, parce qu'il faut oxygéner le sang. Bon, ben, oui, mais c'est beaucoup plus que ça. Pour les endorphines, alors ça, tout le monde sait répondre, et placer les endorphines, mais il y a tellement d'autres substances que les gens ne connaissent pas. Par exemple, pour la fatigue du Mm. cancer, donc on appelle ça la fatigue cancéro-induite. C'est vraiment la fatigue du cancer. C'est vraiment quelque chose de bien particulier, indépendante, du fait d'être, anémié ou de manquer de fer ou de pas bien dormir. C'est vraiment la fatigue du cancer. Cette fatigue, elle est due à la présence de cytokines dans le corps, c'est-à-dire des messagers qui vont fatiguer le cerveau et les muscles. Et donc c'est Mhm. réel, c'est une vraie fatigue. Quand on fait de l'activité physique, nos muscles vont produire des myokines. Ces myokines, ce sont aussi des cytokines, mais des bonnes, des entre guillemets, des gentilles. Et quand on va activer nos muscles, quand on est fatigué, ça va nous défatiguer. Et Mhm. ça, c'est génial de savoir qu'on a en nous une machine à produire, une usine à production de produits défatigants. Mm. Mais C'est ça, ça. c'est ce mot de cytokine, les bonnes et les mauvaises, les gens ne connaissent pas le mot. Non. Mm. Mhm. Dans le Covid, par exemple, c'est un afflux de mauvaises cytokines. Ouais. Mhm. C'est un orage Complètement. cytokinique, le Covid. Mm. Et Ah, quand on a les Covid longs, les gens sont fatigués. Eh bien, il faut marcher, il faut faire de l'activité physique pour se défatiguer. Et Mm. puis après, pour se désenflammer, pour s'assouplir, enfin toutes ces bonnes raisons. Mais on ne connaît pas assez, toutes les bonnes raisons de faire de l'activité physique. Complètement. Mhm. Ouais, j'ai eu le bonheur et la joie de faire partie des chanceux qui ont fait un Covid long. Et j'avais un brouillard cérébral qui était épouvantable. Ouais, Mais vraiment, ouais. bon, j'avais fait une petite commotion cérébrale avant et un petit accident de VTT, donc ça n'a pas aidé non plus. Ah Mais ça ouais? a probablement contribué au Petit, fait. Ouais, gros. Ça a petit. probablement continué, ça a probablement bien contribué au fait, je pense, de faire un Covid long. Je pense que mon corps était un peu dans un Ouais. état pro-inflammatoire, Eh oui. probablement en train d'essayer de se réparer. Donc, quand j'ai attrapé le Covid, bah, j'avais pas un système immunitaire qui me permettait de me défendre. Et je pense que j'avais un cerveau qui était déjà bien en proie avec quelque chose. Et donc, moi, un des symptômes que j'ai eu vraiment longtemps du Covid long a été justement ce brouillard cérébral avec des Ouais. pertes de Mhm. mémoire, etc. Et ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de faire de la basse intensité, donc vraiment de marcher. Ouais. Moi qui étais très sportive, j'arrivais pas à recourir, c'était vraiment trop violent. Je Trop violent, perpétuais la ouais. Mmh. fatigue. Donc je pense que Ouais. ça va nous basculer sur la notion de dosage que Ouais. j'aimerais te questionner ensuite. Mais en fait, courir me fatiguait vraiment et je me prenais des coups de massue horribles après.
Et en fait, le fait d'acheter un cardiofréquence-mètre, de vérifier que je ne dépasse pas un certain seuil, m'a vraiment permis de reconstruire les bases, de mon déconditionnement. Et du coup, est-ce qu'il y a un effet de dose justement dans l'activité physique? Est-ce que si on en fait un peu, ça fonctionne? Est-ce qu'il faut qu'on induise justement une certaine intensité cardiaque pour avoir des bénéfices? Comment ça fonctionne? Alors, en fait, déjà le premier mot qu'il faut dire, je pense, c'est que toute activité physique doit être progressive. 100 d'accord. Donc il faut savoir commencer exactement, voilà. Il faut savoir commencer très bas en fonction de son état de justement son état de fatigue, son état inflammatoire et cetera. Donc, hem et ça aussi c'est triste parce que dans beaucoup d'écrits et on le voit en ce moment où on voit pas mal de choses passer sur l'activité physique, on va dire par exemple: «Il faut faire de la marche rapide». Mais non, non, parce que rapide ça veut rien dire et rapide ça veut surtout dire essoufflant. Et une femme qui sort de chimio, elle peut pas marcher rapidement, au Mmh. sens où elle l'imagine. C'est pas possible. Elle va s'épuiser tout de suite. Donc, il faut toujours expliquer l'activité physique par rapport à la capacité à parler ou à chanter. Quand je marche, je dois être capable de parler, mais si je voulais chanter, là, vraiment, j'aurais du mal. Ça veut dire que ma fréquence cardiaque est une fréquence d'endurance fondamentale, assez tranquille, mais que je vais marcher de plus en plus vite avec l'entraînement et je serai toujours capable de parler et incapable de chanter. Et ça sera très bien parce que si je suis capable de parler et de chanter, c'est que je marche trop lentement. Peut-être que je peux me pousser un peu à marcher plus vite. Mais si je fais de la marche rapide, je pourrais ni parler ni chanter. Bah, ça sert à rien. Je vais me fatiguer, je vais me décourager et éventuellement, je vais même aussi créer de l'inflammation parce que mes tendons, mes muscles, ils sont pas encore prêts à recevoir des contraintes et tout ça, bah, l'inflammation, ce sont des cytokines, donc des mauvaises. Mmh. Donc c'est pas bon. Et je crois qu'il faut reprendre progressivement avec, la base, hein, c'est la marche, on le dit souvent. Après, ça peut être de la marche avec les bâtons pour activer les 4 membres, par exemple. Ça, c'est très bénéfique, mais faut pas être pressé de récupérer. Mmh. Et puis après, on pourra refaire tout un tas d'activités qui plaisent, parce qu'il faut aussi qu'il y ait le côté plaisir et Mmh. goût, pour telle et telle activité, mais toujours en étant progressif. Et après, il faut faire attention, hem, parce que récemment, j'ai été interviewée par rapport à de l'activité physique et puis, la personne qui m'interviewait parlait des trails parce que, une patiente lui avait dit que c'était grâce à un trail que la femme s'était, réapproprié son corps et que elle avait vaincu la maladie et OK, je comprends très bien la notion de challenge. De là à dire que le trail est indiqué dans le cancer du sein, je suis pas sûre parce que, toutes les femmes n'iront pas faire du trail parce qu'il faut déjà une bonne condition physique et il faut un sacré entraînement avant d'accéder à ce niveau Mmh. et à ce niveau en termes justement d'intensité. Donc, encore une fois, tout est possible du moment qu'on s'entraîne progressivement. Faut pas imposer des choses trop violentes parce que, les marathons, les trails, les longues distances, ça peut générer de l'inflammation et ça peut avoir un effet contraire à ce qu'on Mmh. recherche. En tout Mais cas, je comme tu pense qu'il disais, rien n'est impossible tant qu'on est progressif et que ça se fait intelligemment et qu'on écoute exactement, les symptômes, en fait. C'est-à-dire exactement. que tout ce qui vous fatigue, une activité physique qui vous fatigue ou qui vous remet dans cette notion de brouillard cérébral, de fatigue, Voilà, cancéro-induite, c'est ouais, clairement le fait que soit en plus, on a plusieurs leviers. C'est-à-dire que soit l'activité a été faite trop longtemps, soit trop intensément, soit la exactement. fréquence entre 2 activités, bah, était trop proche. Donc en fait, il y a plein Mmh. de leviers et pour le coup, les éducateurs APA savent très bien gérer ça. Les kinésithérapeutes savent bien gérer ça. Les coachs qui sont formés en activité physique adaptée aussi, ils savent gérer ça. Donc vraiment, dites-vous qu'il y a plein de il faut en parler en fait à votre thérapeute. C'est pas vous qui êtes, entre guillemets «faible». C'est pas que vous allez pas y arriver, ça sert à rien d'aller taper le mur, il existe. Essayez plutôt de se dire: «OK, aujourd'hui, c'était ça mes symptômes avec la forme du jour. Bon, bah, malheureusement, je l'ai payé, ben, c'est que c'était un petit peu trop». Bah, on tire les enseignements de ça, soit on redescend d'un palier, soit on stabilise ce palier et après on dose, on dose. On est des petits chimistes les kinés, les APA. Vraiment notre Mmh. taf, c'est vraiment d'essayer de vous des fois ça va se jouer à 1 rep, des fois ça va se jouer à du temps sous tension, des fois ça se joue à 500 grammes. Donc on peut jouer avec tous ces facteurs, il faut juste que le dialogue soit effectif Oui, entre oui. le thérapeute et la personne qui le fait. Mmh. Et souvent les femmes, sont dans cet état d'esprit de dire, «Mais avant je faisais ça». Ouais. Ah oui, OK, avant, mais depuis il y a eu une chimio, il y a eu une chirurgie, il y a eu de la Mmh mh. radiothérapie, donc forcément
vous avez perdu votre condition physique, vous allez la rattraper. Mais dire: «Je faisais ça, donc je veux faire pareil tout de suite maintenant», c'est pas raisonnable parce Mmh. que et c'est valable pour n'importe quelle sportive. Encore une fois, une Bah, chirurgie d'un évidemment. genou, bah, il faut faire son deuil de ce qu'on C'est faisait ça. juste avant et puis recommencer et reprendre et puis aller encore plus loin peut-être après. C'est ça. Mais, alors c'est légitime pour une femme de vouloir en faire beaucoup tout de suite, mais elle va s'abîmer et en fait, elle va Mmh. pas se rendre service donc comme tu disais, il faut vraiment que les professionnels, ils soient conscients de ça et qu'ils aident les femmes à récupérer avec, cette notion de cette fameuse progressivité qui est extrêmement Mmh. importante. Ça peut être hyper culpabilisant, je trouve, de justement se comparer à soi-même avant. Ah oui. Et c'est exactement ce qui se passe dans le cadre de douleurs ou dans le cadre de blessures. Et Manon, bah, moi, ça me fait penser aux RAIDS, évidemment, Ouais. où il y a une diminution de l'activité physique, du moins un essai de diminution de l'activité physique et de l'intensité. Et même après la guérison, enfin, du coup, là, après la guérison du cancer, donc quand l'activité physique se remet en marche, etc., il y a ce discours interne qui est très dévalorisant Mmh. et très, très culpabilisant, en fait, et qui est contre-productif, finalement. Mmh. C'est vraiment être plutôt à l'écoute de ces signaux corporels. On en avait parlé avec Alizée aussi, qui avait fait un burn-out et qui Mmh. disait ben, qu'elle prenait quasiment aucune mesure chiffrée. Au début, elle faisait tout à la sensation. Elle prenait pas de chrono. Et en fait, c'est exactement ça. C'est se remettre à l'écoute de son corps, enfin, je pense. Oui, oui. Et puis Mmh. et puis, quand même être conscient de ce que ces femmes traversent. C'est-à-dire que, Mm, faut pas minimiser ce qu'elles traversent c'est et sûr. parfois elles veulent, faire bonne figure au niveau de la Mm, famille, au niveau même, du métier, enfin et sous prétexte de faire bonne figure, elles veulent trop en faire. En fait, il faut Mmh. qu'elles acceptent, malheureusement d'avoir des traitements lourds qui vont les diminuer temporairement et Mmh. il faut reprendre comme un entraînement. C'est pour ça que moi je dis souvent quand je m'occupe des patientes, je dis: «Ce sont des sportives blessées». Mmh. mm, Voilà, elles sont plus ou moins sportives, hein, il y a pas tellement d'autres mots, il y a pas activiste physique, ça n'existe pas, mais donc on dit sportive, c'est un abus de langage, mais en tout cas elles sont blessées, donc faut les aider à récupérer. Mmh. Complètement. Et j'en profite pour te poser une question parce que ça a été quand même moi une des problématiques que j'avais, quand je rééduquais des patientes, après les cancers du sein, c'est l'hormonothérapie Mmh, et douleurs induites par l'hormonothérapie. Alors ouais. déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on donne de l'hormonothérapie après un cancer du sein et comment on peut faire face à ces douleurs en tant que patiente? Alors, en fait, l'hormonothérapie est donnée dans le cadre des cancers hormonodépendants. Hormonodépendants, ça veut dire que ce sont les hormones de la patiente, donc les œstrogènes et puis la progestérone, qui vont exciter les cellules cancéreuses. Mmh. Et le traitement qui est donné, même si on l'appelle hormonothérapie, ce sont en fait des anti-hormones. Avant, on disait anti-hormones, puis un beau jour, le mot a changé. Ce qui fait que parfois les patients ne comprennent pas. Donc en fait, on veut bloquer l'action des hormones, puisque ce sont ces hormones qui pourraient réactiver un cancer. Donc c'est de la prévention. Et cette hormonothérapie, elle se fait pendant 5 ou 10 ans, de façon à protéger la patiente durant ces années, pour éviter que ses propres hormones, activent quelque chose qui reviendrait. Hein, donc on est dans Mmh. de la supposition et l'hormonothérapie, en fait, il faut la comprendre comme, un traitement qui va faire vieillir les femmes prématurément. Malheureusement, c'est ça, c'est mettre en ménopause une femme qui n'a pas l'âge d'être en ménopause, puisqu'on lui supprime Mmh. ses œstrogènes. Donc c'est vraiment une suppression hormonale et on sait très bien que quand on n'a plus d'œstrogènes, on vieillit, prématurément. Donc, l'idée, c'est de dire, c'est quoi vieillir prématurément? C'est avoir des articulations qui deviennent raides, parce qu'il y a plus de lubrifiant au niveau de l'articulation. Donc pour ça, Mmh. il faut bouger. Plus on va bouger nos articulations, plus elles vont se lubrifier et moins elles vont être inflammatoires. Comme, une personne qui vieillit et qui a mal partout parce qu'elle a de Mmh. l'inflammation partout. Les gens disent de l'arthrose, mais c'est pas de l'arthrose, c'est de l'inflammation. Mmh. Ensuite, il faut, lutter contre la fonte musculaire. Quand on vieillit,
on fond littéralement au niveau des muscles. Ben, il faut faire du muscle, il faut les entretenir et comme ça, on évite la fonte musculaire et cetera et cetera. Donc en fait, c'est vraiment, un traitement qui fait vieillir le corps féminin, mais encore une fois, grâce à l'activité physique, on va pouvoir, réactiver ce corps féminin et le faire moins vieillir et un autre exemple, mais qui est dans du même ordre en fait, c'est ce qu'on appelle le syndrome génito-urinaire de la ménopause. Les femmes qui Mmh. sont ménopausées et les Je femmes pensais qui à ont ça. une ménopause provoquée, elles ont une atrophie vaginale. Atrophie vaginale, il y a moins de vie, il y a moins de sang au niveau des organes génitaux. Eh bien, il faut amener du sang, donc contracter, le plancher pelvien, activer la région. Bah, Mmh. c'est encore une fois de l'exercice en fait, d'un niveau Mmh. au niveau très localisé. Il y a des complications comme des cystites, il y a de la sécheresse qui est douloureuse. Donc Mmh. qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut essayer d'amener du sang et puis après d'amener de l'hydratation avec des produits naturels, avec des produits, Mmh. spécialement élaborés pour les femmes, opérées, et avec un cancer hormonodépendant. Donc voilà, on est dans la même notion, donner Mmh. du mouvement, donner de la vie, apporter du sang, apporter de la jeunesse en fait. Mmh. Et ça, c'est hyper important, dans le cadre, de ces cancers hormonodépendants parce que encore une fois, les traitements qui durent 5 ou 10 ans, bah, ça rallonge sacrément la pénalisation des femmes. Parce qu'on Mmh. dit: «Bah, elle est guérie de son cancer». Oui, mais pendant 5 ans, elle prend une petite pilule tous les matins qui la met en position de femme ménopausée, alors que c'est une femme qui a 40 ans, et c'est pas Mmh. normal. Mmh. Donc voilà, rajeunir, c'est, faire de l'activité physique ou rester jeune, heu, alors que si elles s'arrêtent de bouger, elles perdent des muscles, donc elles sont plus fatiguées, donc elles ont moins envie de bouger. La peau va s'avachir encore plus quand on n'a pas de muscles, parce que c'est Oui. la peau, elle est tenue par les Mmh. muscles, hein, tout simplement et puis, après, ben, le squelette qui va se déminéraliser et cetera, donc le risque de fracture, enfin c'est toujours la même chose, en fait, puis ça circule moins, donc si on a tendance à faire des œdèmes, bah, il y aura plus d'œdèmes parce qu'on n'active pas les muscles, enfin, voilà, c'est Mmh. toujours la même problématique et dernière chose, quand l'hormonothérapie s'arrête, puisqu'elle va durer 5 ou 10 ans, les oestrogènes peuvent à nouveau être sécrétés et on revient avec une problématique d'oestrogènes, en fait, qui pourraient activer un nouveau cancer. Donc, quand on fait de l'activité physique, alors vous le savez avec vos sujets d'études, où on sait que quand il y a plus d'œstrogène, c'est pas bon non plus, parce que Mmh. c'est trop. C'est ça. Mais quand je ne veux pas avoir trop d'œstrogène, eh bien, je fais de l'activité physique et j'ai Mmh. des oestrogènes circulants qui sont, on va dire, équilibrés et pas, Mmh. Mmh. démesurés avec le risque que ça comporte et non pas non plus absents avec les autres risques que cela comporte. C'est ça. Bah, exactement, en fait, c'est bah, l'hormonothérapie, le fait de mettre la femme en ménopause, voilà, il y a plus d'œstrogènes, comme vous disiez, et c'est ce qui se passe en fait dans l'aménorrhée hypothalamique, dans le syndrome du REDS, et c'est les mêmes symptômes Ah, mais en fait qu'on exactement. retrouve, Ouais, les symptômes urinogénitaux, la sécheresse vaginale, les sueurs nocturnes, tout ça, en fait. exactement. C'est Exactement. exactement ça et c'est pour ça que enfin, je trouve que c'est dingue quoi à quel point ben, nos hormones ont un rôle hyper important sur les tissus et Manon c'est vrai que on en parle souvent mais c'est enfin c'est toi aussi qui me disais Mmh. que ça a un impact vraiment sur les tissus Ah oui, oui. tous les tissus mais particulièrement les oestrogènes c'est vrai que Du coup, dernièrement, là, c'est vrai que j'ai eu parce qu'on des sait. patientes en kinésithérapie qui sont dans les cas d'aménorrhée hypothalamique et notamment, j'avais une patiente qui m'avait été adressée pour des crampes. Alors j'étais un peu sceptique de me dire: «Est-ce que je peux vraiment, faire quelque chose, tant qu'elle est en aménorrhée?» Et en fait, ben, ouais, les tissus étaient vraiment, différents de ce que je pouvais trouver d'habitude. Donc avec Barbara, on compare un peu, des fois des choses empiriques, hein, mais je me dis: «Waouh, le bassin, il est quand même, voilà, en thérapie manuelle, moi, je trouvais que c'était un bassin qui bougeait pas énormément. Alors on brainstorm avec Barbara, on se dit: «Ah ouais, mais c'est vrai que du coup, peut-être que ce qui est perdu en premier au niveau de la densité minérale osseuse, c'est la densité du col fémoral, et c'est la densité lombaire. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a?» Alors ça, c'est très empirique, hein, n'y voyez pas là une conclusion scientifique ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, on traite des femmes et qu'on essaye de réfléchir sur, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider et c'est vrai Mmh. que la sécheresse vaginale,
que j'ai pu expérimenter dans la rééducation périnéale chez ces femmes en aménorrhée hypothalamique ressemble, vraiment pour sûr à celle de la ménopause, quoi. Ah oui, Donc tout à c'est fait. assez, Mmh. assez impressionnant, ouais. Bon, il y a plein de choses qu'on comprend pas encore, bien dans ce syndrome, dans cette absence d'œstrogène due à l'aménorrhée hypothalamique. Mais finalement des tableaux quand même bien communs, à la ménopause et on le dira jamais assez. Alors c'est vrai qu'on essaye d'être prudente, quand on parle d'activité physique, on veut pas que nos sportives en fassent trop vu que quand il y a un mauvais dosage finalement et que la nutrition surtout, ne soutient pas l'activité physique comme elle devrait le faire, on tombe dans ce tableau d'aménorrhée hypothalamique. Mais toutefois, si vous voulez vivre longtemps en bonne santé, et vous pouvez pas vous offrir la meilleure chose que, aller marcher régulièrement, avoir une activité cardiovasculaire qui fait fonctionner votre cœur correctement, avoir une activité qui va améliorer votre mobilité et avoir une activité qui vous permet de développer de la force musculaire, de vraiment développer au sens, en sortir un peu du poids de corps et tu parlais de prendre une kettlebell, pourquoi 5 kilogrammes? Bah, ouais, on peut faire tellement plus, en fait et on fait Bien sûr. tellement plus. Je veux dire combien de fois on a dit aux femmes enceintes: «Vous devriez pas porter plus de 6 kilogrammes après avoir accouché», enfin peser Ah un oui, je sais pas si vous avez déjà pris un cosy avec un bébé dedans, les 6 kilogrammes, ça l'a ils sont ouais, vite là, hein. Puis ouais. généralement, c'est porté à bout de bras et cetera, donc en plus avec le bras de levier, tu sais très bien que la charge est pas du tout la même. Donc en fait, c'est fou, et puis c'est des personnes qui arrivent catastrophées en disant: «Mon Dieu, je crois que j'en ai trop fait», alors que, bah non, regardez, tout va bien, vous êtes capables. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit prudent sur la narration, vraiment ne pas sous-doser les gens parce que je pense qu'on est plus délétère que bénéfique. Les surdoser, c'est notre travail en fait en tant qu'activi qu'activiste, en tout cas qui prône l'activité physique. Faut vraiment C'est une question de dosage, ni trop ni trop peu, le Ouais, bon exactement. dosage au bon moment, ça c'est la clé. Mmh. Puis surtout quand on retrouve une activité physique vraiment plaisir, quand on la pratique pour le Oui, plaisir, quand on ressent les bienfaits que procure l'activité physique, on est plutôt sur un dosage mmh, qui est équilibré, quoi. mmh. Je rebondis sur la notion de plaisir, parce que du coup, j'ai dit que tu étais marraine, du réseau, cancer du sein, des kinésithérapeutes du cancer du sein. Du coup, moi, je fais un petit coucou à ma collègue Pauline Boulet, qui est malheureusement partie, en métropole, mais qui s'occupait notamment, qui faisait partie des kinés qui s'occupaient du réseau, Kiné Sein à La Réunion, qui avait des groupes d'activités où elle faisait du cross-training, donc du crossfit un peu adapté, aux femmes, qu'elle avait en rééducation cancer du sein et je trouvais ça génial. Donc un petit coucou Pauline si tu passes par là et du coup, je voulais un peu, te faire, la passe décisive pour parler de l'activité physique et puis aussi cette notion de réseau, de groupe. Je pense notamment à ce que tu as mis en place avec Avirose et le challenge Avirose. Mmh. Ah oui, oui, en fait, moi dans mon cabinet, quand j'ai commencé cette rééducation en scénologie, j'ai bien vu qu'il fallait que j'aide les femmes à aller vers l'activité physique parce que c'est pas simple. Donc j'ai commencé par développer les cours de Rose Pilates, parce que les femmes ne voulaient pas aller dans un cours entre guillemets «normal». Elles ne voulaient pas parce qu'elles avaient des complexes souvent de leur corps, parce qu'elles avaient une perruque, parce qu'elles étaient fatiguées. Donc elles avaient peur de ne pas y arriver. Donc l'idée, c'était de faire du Pilate adapté, pas plus facile, mais adapté, c'est-à-dire où on cherchait plutôt à combattre plus spécifiquement certains déficits. Et puis ensuite, je me suis dit: «Mais ça ne suffit pas, parce que la gym, c'est de la gym et il manque le côté musclant et le côté endurant». Et comme je faisais moi-même du rameur et de l'aviron, et de la compétition en rameur, donc en indoor, et je me suis dit: «Mais pourquoi je ne ferais pas faire ça à mes patientes?» parce que ça correspondait vraiment, au geste idéal, en fait. Parce qu'on va tirer sur les bras vers l'arrière, donc c'est symétrique et ça redresse le buste et puis, surtout, on pousse d'abord sur les jambes et ça, alors que beaucoup de gens croient que le rameur, c'est que les bras. En fait, c'est d'abord les jambes, ensuite le tronc et les bras ensuite. Donc dans les chimios où les membres inférieurs sont vraiment, vraiment, diminués, eh bien, ça permet de récupérer, encore une fois, cette fameuse masse musculaire. Donc je me suis dit: «On va développer Avirose pour que les kinés fassent de l'activité physique au cabinet». Mais ensuite, je me suis dit, pour que le il y ait ce petit côté, cerise sur le gâteau, il faudrait qu'il y ait une compétition. Et je suis allée voir la fédé d'aviron et je leur ai dit: «Écoutez, dans votre championnat de France d'aviron indoor,
que vous faites tous les ans dans un grand gymnase parisien où il y a toutes les catégories d'âge, de niveau, il y a les super champions, enfin, il y a tout, il y a de tout et il y a des catégories handicapées. Les amputés, les malvoyants, les bras seuls, c'est-à-dire les gens qui sont paraplégiques et qui ne peuvent pas servir de leurs jambes. Donc il y a toutes ces catégories-là. Et moi, je me suis dit, pourquoi on ne ferait pas une catégorie qui serait en rapport avec le cancer du sein, avec un relais parce que la distance de l'aviron, c'est 2000 mètres, donc c'est quand même difficile. Là, on fait chacune 500 mètres. On est en équipe de 4, dont au moins 2 femmes sont passées par l'épreuve du cancer. Et du coup, ça se fait depuis 5 ans maintenant et donc dans un grand gymnase parisien, en même temps que les autres compétiteurs. Donc ça, c'est le côté sympa parce qu'il y a de la musique, il y a de l'ambiance, il y a tous les compétiteurs toute la journée, même pendant 2 jours parce que la veille, il y a les scolaires avec l'UNSS. Donc il y a un truc mais de folie. Les femmes, elles sont là, elles disent: «Mais je fais une compétition d'aviron, Mmh. indoor, enfin d'aviron quand même» et cette année, c'était génial parce que, c'est la première fois qu'on a autant d'équipes de femmes engagées, donc on avait 45 équipes de 4 femmes et sur ces 45 équipes de 4 femmes, donc il y en avait qui venaient des clubs d'aviron un peu partout en France, mais il y en avait, heu, 35 qui étaient amenées par des kinés. C'est Il y a quand génial. même une kiné qui a réussi à amener 5 équipes de 4 femmes en venant de Camargue et elles sont montées à Paris pour faire le challenge C'est incroyable. et ça, pour moi, c'est la plus belle récompense qui soit, de voir ces femmes qui se sont éclatées et qui ont pris goût à cette activité physique. Parce que maintenant, il y en a qui vont sur l'eau dans les clubs d'aviron. L'année dernière, il y a une dame, elle avait 84 ans. Et à Waouh! 84 ans, elle faisait sa première compétition d'aviron. Elle a mis le temps qu'il fallait pour faire ses 500 mètres. On Excellent. s'en fiche. Elle a participé et c'était génial. Et ça donne le goût d'aller dans un club, de faire de l'activité ensemble, et puis de se faire du bien, quoi. Mmh. Mmh. Et je trouve dans cette activité, ce qui est précieux, c'est que tu es avec des personnes qui savent ce que tu traverses, qui ont cette Ouais, envie d'aller aussi vers autre chose. En tout cas, de Mmh. communier et puis d'avoir un but commun qui nous sort un peu de ouais, tout ça. Et ça, mais c'est tellement précieux parce que un des effets secondaires de cette maladie, c'est aussi l'isolement. L'isolement vis-à-vis de ce qu'on Mmh. traverse et ce qu'on ne partage pas. L'isolement ouais, parce que ben on n'ose plus, parce qu'on est fatigué, on n'a pas envie de exactement. sortir, etc. Et c'est là tout le challenge du dosage, c'est que si en plus à la première fois que vous motivez une patiente ou une femme ou votre proche, votre sœur, votre maman Ouais. qui est en train de traverser ça et que vous y allez trop fort, vous pouvez la dégoûter. Et Ah si mais c'est oui, quelqu'un qui Mmh. n'a jamais fait de sport avant, oui, bah, dites-vous que ça peut être super violent et qu'elle aura pas envie d'y retourner, même si elle sait que c'est bien pour elle. Donc cette notion de exactement. dosage et d'environnement, elle est hyper importante. Et là, il y a une notion aussi sur laquelle je voudrais insister parce que c'est beaucoup de femmes considèrent qu'on leur dit pendant les traitements du cancer de faire de l'activité physique. OK. Et ça va durer le temps du traitement du cancer. Et souvent, au bout de 5 ans, les femmes ont fini leur traitement, éventuellement leur monothérapie. Et très souvent, il y a cette réaction complètement légitime de dire, bon ben, le cancer maintenant, C'est c'est fini. fait, c'est guéri, j'oublie. Et malheureusement, elles oublient l'activité physique parce que ça fait partie intégrante du cancer. Et Ouais. c'est pour ça que moi je disais beaucoup à mes patientes, en fait, quand on fait de l'activité physique, c'est pour notre corps de femme et c'est pour le bien vieillir. Donc, il n'y a pas de raison que ça s'arrête parce que Mmh. le vieillissement, il ne s'arrête pas, il est là jour après jour. Donc, il faut vraiment dissocier cette activité physique du cancer, même si au départ, c'est complètement associé parce que c'est parce qu'il y a eu un cancer qu'on se remet à faire de l'activité physique, mais il faut Mmh. vraiment le dissocier pour que les femmes fassent de l'activité physique pour elles, pour leur corps de femme, pour leur vieillissement. Et à ce moment-là, l'activité physique, elle est pérenne. Sinon, on arrête tout parce que tout rappelle le cancer. Mmh. Mmh. Complètement. Est-ce que vous avez identifié justement des freins au fait, à l'engagement dans l'activité physique Ah chez oui, beh, certaines femmes? il y en a plein, il y a déjà tous les effets secondaires. En fait, tous les effets Mmh. secondaires comme la fatigue, les Mmh. raideurs, le manque de muscles, les douleurs, Mmh. c'est justement tout ce qui va faire qu'on n'ira pas faire de l'activité physique. Mmh. J'ai mal, j'y vais pas, je suis Mmh. fatiguée, j'y vais pas, je suis raide, j'y vais pas, j'ai pas de muscles, c'est trop dur. Il Mmh. faut bien faire comprendre aux femmes que c'est pour ça qu'il faut adapter comme on le disait tout à l'heure. Parce Mmh. qu'avec des raideurs, avec moins de muscles, de la fatigue
et tous les problèmes même de douleur, on peut quand même faire des choses sans se faire mal, avec le peu de muscles que l'on a récupéré et avec la fatigue. Donc Mmh. il faut, et justement c'est là l'importance des professionnels qui s'y connaissent à la fois dans le cancer du sein et à la fois dans l'activité physique. Il faut dire, bah, votre épaule, elle est pas encore complètement souple, mais il y a des mouvements que vous pouvez faire. Bah, ces mouvements-là, il faut les faire plutôt que de dire: «Je ne fais plus rien». Mmh. Mmh. La fatigue, il faut la traiter par l'activité physique dosée, pas trop en faire, et cetera, et cetera. Donc Mmh. les freins, c'est beaucoup les effets secondaires. Après, il y a, l'isolement, qu'est-ce que Mmh. je vais faire dans ma région? Est-ce que Mmh. je peux aller marcher? Est-ce que c'est facile? Bah, quand on est à Paris, marcher, c'est très facile. Mmh mh. Et quand on est, Ouais. isolé dans un village où on est tout de suite sur la route, dans des endroits isolés, on va pas marcher. Enfin, Mmh. il faut considérer tout ce qu'on appelle la logistique. Est-ce que c'est facile Mmh. d'aller faire de l'activité physique ou Mmh. pas? Après, il y a les Mmh. freins financiers, parce que parfois, on fait de l'activité physique, mais il faut payer pour en faire. Et puis après, bah, tout à l'heure, on a parlé du syndrome génito-urinaire de la ménopause. Il y a des femmes qui vont pas faire d'activité physique parce qu'elles savent qu'elles vont avoir des fuites. Et alors, du Mmh. coup, au lieu de parler de leurs fuites avec un médecin qui va prendre en considération, elles n'en parlent pas. Elles disent: «Bah non, je peux pas y aller», mais elles disent pas pourquoi, parce qu'elles ont un petit Mmh. peu honte. Et c'est dommage parce que, bah, les fuites urinaires, ça existe et il faut les prendre en À charge tout âge. à tout âge. Et j'ai vu récemment à la télé, mais je crois que c'est ce matin, une pub pour des vous savez, des protections pour les hommes et j'ai trouvé ça super parce que, pour une fois, C'est ouf. on ose dire que les fuites urinaires, c'est pas Ouais. que les femmes, même si après ça se discute, il vaut mieux faire de la rééducation, je pense, que de mettre des protections, mais au moins Mais on c'était en un parle. homme Ouais. et on en Mmh. parle et ça, c'est Mmh. fantastique. Ouais, c'est génial. Mmh. Donc les freins, oui, il y en a beaucoup, des freins à l'activité physique, il y en a beaucoup, il faut les considérer, les lever les uns après les autres et surtout, par les explications, par les aides, Mmh. tout ce qu'on peut mettre en place pour aider les femmes, ça sera bien. Mmh. OK, super. J'ai une question, peut-être un peu particulière, mais sur l'image corporelle, que les femmes peuvent avoir, après une chirurgie. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre expérience de ce côté-là? Parce que je sais que c'est quelque chose qui est très, très compliqué. Oui, Le... oui, oui, c'est très difficile pour les femmes parce qu'il y a plusieurs en fait, il y a d'abord, faut pas croire que, le problème de l'image corporelle n'est que pour les femmes qui ont perdu leur sein. Par exemple, il y a des femmes qui ont gardé leur sein, mais leur sein, il est cabossé. Je me souviens d'une Mm, patiente qui me disait: «Moi, Mmh. j'avais une petite poitrine, mais elle était jolie. Maintenant, mon sein, il est cabossé» et ce mot, ça m'avait frappée parce qu'elle a son sein. Donc faut pas croire déjà que c'est, les femmes qui ont c'est perdu leur sein ou uniquement... les femmes qui ont gardé leur sein. Ça peut être mm, pour toutes les femmes. Ensuite, dans les femmes qui perdent leur sein, moi, ce qui m'a toujours frappée, c'est que non seulement elles ont perdu un sein, mais la cicatrice, la peau, le thorax, bah, c'est pas joli à voir. Parce que Mmh. en fait, une absence de sein avec un thorax, une peau bien tendue, bien lisse, à la limite, pourquoi ça serait moins joli qu'un sein? Ça, c'est encore une histoire de représentation de la Représentation. femme qui doit avoir des seins. Mais un Mm, thorax lisse, c'est pas vilain. Ça peut être, bien sûr, je dis pas que c'est pas traumatisant pour la patiente, attention, Mmh. hein, mm, mais c'est pas forcément vilain. Mais quand en plus la peau, elle est irrégulière, ça fait des bourrelets, bah, c'est moche. Et Ouais. cette femme, elle se retrouve non seulement avec une absence de sein, mais une zone qu'elle veut pas montrer, qu'elle peut même pas regarder. Et c'est pas acceptable ça. Et visiblement, au niveau de la chirurgie, c'est difficile de faire un thorax acceptable Ouais. visuellement. Donc mm, il c'est 2 niveaux de problèmes, en fait. C'est: j'ai perdu mon sein, mais alors ce qu'on m'a mis à la place, bah, c'est abominable. Et ça, il y a encore beaucoup de travail, je pense, à faire à ce niveau-là. Pour faire, quelque chose d'acceptable visuellement. Donc je dis même pas mm. joli, parce qu'on peut pas dire que c'est joli quand il manque un sein, mais c'est acceptable visuellement. Et souvent je me dis: «Mais les pauvres femmes», des fois je vois entre nous, justement avec le réseau des kinés du sein, quand on a des questions comme ça, on échange des photos pour, essayer de comprendre Mmh. ce qu'on peut faire de mieux pour cette femme. Et des fois je me dis: «Mais c'est abominable qu'on laisse une Ouais. femme dans cet état-là». Mais Et j'avais puis, souvenir d'avoir vu un collectif de femmes, je crois qu'elles s'appelaient les Amazones ou quelque chose Oui, comme ça, j'étais en train de oui, regarder, qui oui, militaient pour, la reconstruction à plat. Parce qu'en oui, fait, il y a des chirurgiens qui, un, ne savaient pas la faire et qui, 2, oui. n'acceptaient pas forcément de la faire parce que dans leurs mœurs, ils comprenaient Oui, oui, pas oui.
que la Mais c'est femme parce ne que souhaitait pas forcément se reconstruire et ça, je me dis: «Mais oh là là, tout ce qu'il y a oui, tout ce oui, qu'il faut oui. changer encore». Oui, mais ça, c'est aussi d'un point de vue légal. En Oui, France, on ne retire pas un organe qui est sain, S-A-I-N, ouais. parce que c'est pas autorisé par la loi. Donc aujourd'hui, il y a des encore une fois, souvent, ce sont les femmes qui font bouger les choses. Il y a un collectif qui s'est monté, donc qu'on appelle les extraplates et elles demandent qu'en dehors de tout contexte de gènes prédisposant au cancer du sein, parce que c'est le seul cas où on peut retirer un sein sain, Heu, en dehors de ce contexte-là, il y a des femmes qui veulent qu'on retire l'autre sein quand on leur a déjà retiré un sein et Mmh ça sous-entend aussi faire un thorax plat, c'est-à-dire, symétrique, acceptable visuellement et c'est pas facile. mh. Donc il y a l'idée de la loi et puis après il y a ce qu'on peut faire pour aider ces femmes et par exemple, il y a des femmes qui font des tatouages artistiques, Ouais. qui vont masquer les cicatrices et souvent c'est magnifique parce que Mmh. justement visuellement c'est acceptable. C'est Mmh. se retrouver avec un corps de femme. Bien sûr, il y a pas de seins, mais encore une fois, qu'est-ce qui dit que c'est une femme est belle à cause de enfin, grâce à ses seins? Ça, je pense que Mmh. c'est une image qu'il faut absolument combattre, mais il y a des femmes qui vont retrouver un corps, voilà, visuellement acceptable parce qu'il y a des artifices, bah, par exemple comme les tatouages et c'est ça l'image du corps, non, mais ce que je voulais dire, c'est que l'image du corps, elle est éprouvée vraiment dans le traitement du Bien sûr. cancer. Et parfois les reconstructions n'arrangent pas la situation parce que parfois la Mmh. reconstruction pour beaucoup de femmes, elle est encore décevante. Ouais. Mmh. Il y a une Mmh. nouvelle plateforme, il faut le recommander aux patientes qui sont en train de choisir des reconstructions. Il y a une plateforme de l'HAS qui a OK. été, mise en ligne en mars 2023, donc c'est encore récent, donc toutes les femmes ne la connaissent pas et c'est vraiment une plateforme avec plein, plein d'informations et c'est une aide à la décision pour que les femmes choisissent en connaissance de cause ce qu'elles veulent comme reconstruction ou pas d'ailleurs, ou un thorax plat. À un moment dans la plateforme, ils disent que des études ont montré qu'il y avait entre 35 à 41 des femmes qui n'avaient pas reçu la technique de reconstruction qu'elles avaient choisie. C'est énorme. C'est C'est-à-dire énorme. qu'en gros, elles on leur faisait ce que le chirurgien leur proposait de faire, parce que c'était la technique que lui ou elle, en tant que Maîtriser, chirurgien, ouais. chirurgienne, savait faire. C'est abominable quand on y Ouais. C'est pense. fou. Mmh. C'est abominable. Donc ils ont fait cette plateforme pour que les femmes puissent avoir des informations, vraiment très précises pour décider ce qu'elles veulent pour elles. Super. On la mettra en barre d'infos pour que les femmes puissent la Oui, retrouver. oui, c'est une bonne idée parce que vraiment c'est un travail, très prometteur pour l'avenir et qui montre que la 1re place pour décider, elle revient à la femme Mmh. Mmh. et pas à son chirurgien. Mmh. Complètement. Et je pense qu'il y a encore beaucoup d'acceptation corporelle et de positivité corporelle à amener chez toute la population féminine, mais Mmh. particulièrement aussi ben, chez les personnes qui vivent comme ça des, ben, des événements traumatiques en fait sur le Oui, corps. bien sûr, bien sûr. Mmh. Mm. Oui, oui, bien sûr. Il y a beaucoup à travailler et il faut aider les femmes à la fois, à s'accepter, mais encore faut-il que ça soit acceptable Mm. et justement moi je disais, qu'il faut arrêter avec, vous savez l'injonction: «Massez votre cicatrice madame», parce qu'une femme qui veut pas masser sa cicatrice de mastectomie, moi je comprends qu'elle veuille pas la masser et moi je leur disais souvent à mes patientes: «Bah, moi je suis là pour ça, donc moi je vais la masser». Mmh. Par contre, si vous faites vos étirements, ce que tout le monde devrait faire si on reste longtemps assise, quand on fait des étirements, on peut étirer une cicatrice. Donc, vous voyez, transformer, arrêter avec les injonctions: «Massez votre cicatrice», parce que ça, c'est inhumain parfois. Par contre, faites vos étirements pour étirer la cicatrice, ça sera déjà bien. Et puis Mmh. ensuite, aider par exemple par l'activité physique, quand, on voit que son corps refonctionne à nouveau, quand on voit que grâce à son corps qui récupère, on peut faire telle et telle activité physique qu'on a toujours rêvé de faire et qu'on n'osait pas faire et qu'on va faire maintenant parce qu'on nous a dit qu'il fallait faire de l'activité physique. Bah, c'est comme ça qu'on récupère son corps aussi et qu'on Mm. récupère un corps qui envoie des infos positives. Mmh. Donc ça, c'est génial. Et il faut arrêter d'obliger les femmes à faire des choses qu'elles n'ont pas envie de faire. Mmh. Puis c'est extrêmement culpabilisant de leur dire, enfin: Oui, «Oh là là, vous avez oui. pas massé». Enfin, elles redoutent Oui, tellement oui, les rendez-vous
En plus, quand elles Oui, reviennent, elles sont dans tous leurs états, en mode, «Bah, exactement. pourtant on m'a massée, en plus je me suis fait mal sous la douche, Oui, oui. je suis dégoûtée, Oui, je me oui. suis à moitié fait engueuler». Tu te dis: «Bah oui, en plus il y a des patientes qui se donnent vraiment les moyens» et en fait, bon, Mmh. bah, niveau collagénique, on n'est pas tous égales. Il y a des Oui, personnes qui font des cicatrices hypertrophiques. On parle mais bien sûr. d'irradiation justement, à cause de la radiothérapie donc oui, oui, je suis d'accord, vraiment avec, ce que tu proposais. Ah oui, c'est hyper important. Faut dédramatiser des choses comme ça Mmh. et en fait, les femmes vont toutes avoir des récupérations à leur rythme. Il faut heu, respecter ce rythme de la récupération, ce rythme de la réappropriation du corps et puis chaque femme est tellement différente par rapport à son corps et moi, je dis souvent, il y a des femmes qui ne se touchent pas les Ouais, parties intimes, les seins. Pourquoi tout d'un coup elles iraient masser une cicatrice sur un sein alors qu'elles n'ont jamais touché leur sein? Enfin, tout à fait. faut être, raisonnable. Mmh. Donc faut trouver d'autres moyens et c'est en respectant, je pense, les vitesses de récupération de chacune qu'on va, bah, les aider à récupérer justement. Mmh. Mmh. Et tu sais, je pensais aussi là, quand on parlait de reconstruction du coup, ou enfin en tout cas d'une reconstruction à plat versus, un sein, on va dire en plus un bonnet assez volumineux. Biomécaniquement, ça peut être aussi un frein à l'activité physique parce que ça change tellement les choses au niveau du centre de gravité. Quelqu'un qui a un bonnet assez conséquent et qui se retrouve avec un côté en fait, ben, toujours tel qu'il l'a connu et qui finalement commence à peser et un côté qui est tout raide, immobile, irradié. En termes de biomécanique, c'est Bien pas sûr, du tout la même chose qu'avant, ouais. bien sûr. Mais Mmh. oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en vieillissant, les femmes souvent prennent de la graisse dans le haut du corps, donc souvent les seins s'alourdissent et Mmh. il y a encore plus de déséquilibre entre un sein qui a eu une tumorectomie ou un sein qui a été retiré et puis le sein restant. Alors il faut une chirurgie sur l'autre sein, mais ça fait des cicatrices en plus, Mmh. ça fait des anesthésies en plus, donc c'est une problématique aussi les seins vieillissants, donc Mmh. penser à tout ça aussi, dans la prise en charge de ces femmes, c'est important. Il faut que les chirurgiens aussi, comprennent ce que vivent les femmes. Mmh. Pour Et pas proposer de chirurgie, au-delà en des fait. problèmes en termes de solutions, est-ce qu'il existe des marques qui ont justement des supports, des brassières adaptées où on peut mettre une autre prothèse Oui, oui, amovible? oui. Oui, oui, ça, il y en a de plus en plus, il y a même Mmh. Decathlon qui a créé une Super. brassière spéciale, donc ça veut dire qu'il y a une préoccupation, hein, Mmh. mais il y a des marques comme Amoena qui sont des marques historiques dans le cancer du sein, qui font des choses, de plus en plus jolies, Mmh. pour, mettre des prothèses, dans les poches et puis il y a des prothèses qui sont adhérentes, sur Mmh. le thorax, donc ça fait partie intégrante du corps, mais, encore faut-il que la peau soit lisse parce que sinon la prothèse adhérente, elle tient pas. Tout à fait. Donc on revient à la problématique, lisser un thorax, donc soit faire des soins de kinésithérapie pour que le thorax soit bien lisse, soit espérer que le chirurgien puisse faire ce qu'on appelle un fini plat, c'est-à-dire un fini, compatible avec une prothèse adhérente et non pas, comme on entendait parfois des chirurgiens qui disaient, Je vous ai laissé de la peau madame pour votre reconstruction», sans savoir d'ailleurs si cette femme voulait se faire reconstruire ou pas. Mmh. Parce que, a priori, une femme veut se faire reconstruire? Bah, pas forcément. Mmh. Complètement. Et du coup, en parlant de reconstruction, est-ce que tu peux juste nous présenter les différents types de reconstruction peut-être? Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a toujours les reconstructions avec des implants, mais ça aussi, par exemple, que si on interroge quelqu'un dans la rue en lui disant: «Une reconstruction après un cancer du sein, c'est comment?» Bah, souvent les gens disent: «C'est une prothèse» Mmh. et beaucoup de femmes, même qui passent par l'épreuve du cancer du sein, pensent que c'est ni plus ni moins comme une augmentation mammaire. Or, en fait, on sait que c'est très différent. Donc il y a les implants. Ensuite, il y a les lambeaux, c'est-à-dire qu'on va prendre une partie du corps, ou le ventre ou le dos pour refaire un sein. Et d'ailleurs, il y a un terme qui est terrible, moi je trouve, c'est parler de rançon cicatricielle, c'est-à-dire Oh, qu'on va créer une ouais, nouvelle cicatrice ou dans le dos ou sur l'abdomen, parce que c'est le prix à payer pour récupérer un sein. Donc c'est terrible, hein, ouais. rien que le mot est terrible, je trouve. Mmh. Et puis, il y a de plus en plus, les protocoles de lipofilling, c'est-à-dire qu'on va, aspirer de la graisse par liposuction dans des régions du corps où il y a, de la graisse en trop souvent et on va réinjecter cette graisse soit dans le thorax pour faire un sein en plusieurs lipoaspirations et plusieurs lipofilling, soit la tendance d'aujourd'hui, c'est de faire des lambeaux ou des prothèses plus petites et de compléter
par du lipofilling. Donc ça a tendance à donner plus de chaleur aux régions opérées, à faire moins de rançon cicatricielle parce qu'un plus petit lambeau est complété par la graisse ou une plus petite prothèse est complétée par de la graisse. Mhm. Donc la reconstruction, ça évolue aussi. Mais encore une fois, ce qu'il faudrait surtout, c'est que ce qui évolue, c'est le choix de la patiente, comme on le disait tout à l'heure. Voilà. Complètement. Et moi, ça m'avait marqué quand tu parlais justement de la chaleur, parce que du coup, tu le mettais, t'avais partagé en formation des témoignages de femmes qui disaient qu'elles reconnaissaient pas la prothèse, justement l'implant, qui était Ouais, plus froid, qui était différent, ouais. qui avait pas la même densité et que du coup, c'était perturbant d'avoir un Ouais, truc ouais. qui n'était pas relié à son corps et que certaines Oui, c'est regrettaient ça. presque. Ouais. Oui, c'est ça, c'est un corps étranger et c'est froid et c'est dur et c'est pas le même matériau que l'autre sein. Donc, ça veut dire aussi que si on fait reconstruire un sein, il faut souvent adapter l'autre sein, c'est-à-dire le symétriser. Peut-être Mhm. le rendre, un peu identique du point de vue du matériel, du matériau utilisé. Donc, bah, si on veut que les 2 seins vieillissent de la même façon, bah, il faut mettre des prothèses des 2 côtés. Mais il y a des femmes Mhm. qui n'acceptent pas qu'on touche à l'autre sein parce qu'elles Mhm. sont trop inquiètes de ce qui va être fait, sur l'autre sein. Donc elles préfèrent dire: «Moi je sais ce que j'ai au niveau de l'autre sein, je veux pas y toucher». Mais de ce fait, la reconstruction, elle sera jamais jolie Mhm. parce que trop asymétrique. Mhm. Et là encore, le manque d'information va Ouais. faire que les femmes vont aller vers, tel chirurgien, telle technique et en fait, elles savent pas au bout du Mhm. compte, ce qui va être, vraiment en termes de résultats. Mhm. Et j'ajoute aussi sur bon après joli, disons qu'aussi c'est une notion de norme et qu'en fait aussi peut-être qu'on peut accepter enfin on peut espérer aussi que les normes changent et qu'on foute la paix un peu, aux femmes, sur, le côté, c'est pas grave d'avoir des seins dissymétriques. Il y a beaucoup de femmes qui ont des seins qui ne sont pas symétriques de Oui, base bien sûr, et qu'en bien fait sûr. aussi, courir après une perfection, bon bah je crois qu'il y a des choses, sur lequel, ce serait bien que certaines mentalités évoluent, Oui, sur le regard qu'on porte sur la poitrine des femmes. Et quand tu parlais de lambeaux, je voulais aussi, parler de cette notion de rançon cicatricielle. J'ai eu la chance de faire un stage chez les Grands Brûlés et en fait, ce qui mmh, m'avait stupéfaite, c'est qu'on traitait justement la prise de lambeaux. Donc le lambeau, c'est ce qui va servir à refaire de la peau quand la peau, on n'en a plus en stock, quand on est brûlé notamment. ouais, On essaie de la remettre sur les endroits qui ont été brûlés. Il y a plein de techniques pour que ça prenne les greffes de peau et en fait, on traitait la prise de greffe au même titre que la brûlure et ça m'était ah ouais, vraiment resté en tête et je pense que cette notion de cicatrice, il y a tellement de femmes encore qui ne savent pas enfin, c'est pas pour faire l'apologie du métier de kinésithérapeute, mais mine de rien, ça fait partie de notre savoir-faire et on peut vraiment aider sur, la prise de greffe aussi, de ce genre d'opération, même si effectivement le parcours du combattant, ça peut paraître «anodin» entre guillemets après être passé par un cancer. Mine de rien, en termes de qualité de vie, ça peut impacter quand on n'est pas bien, tu vois, si c'est une prise de lambeau derrière la cuisse, on n'est pas bien assis, ça peut mmh, irriter avec le jean et cetera. En fait, ça, votre ah oui, kinésithérapeute, il est tout à fait à même de vous conseiller, d'essayer d'aider à assouplir cette peau, de favoriser la cicatrisation et cetera. Donc vraiment, entourez-vous, je pense aussi de thérapeutes formés, c'est vraiment quelque chose de très important. ouais. Il y a pas une cicatrice qui devrait être oubliée, en fait. Du moment qu'on a une cicatrice, on devrait forcément avoir les conseils d'un kiné. Mmh, complètement. Quel que soit en fait, l'importance de la cicatrice. Parce que parfois, il y a des chirurgiens qui considèrent que l'intervention, c'est une petite intervention. Mmh, Par exemple, tout à l'heure, on a parlé de la biopsie du sentinelle, on va ouais. dire c'est une petite intervention. En fait, dans la littérature, il a été démontré que même des «petites interventions» entre guillemets, pouvaient donner sur le long terme des déficits. Parce que Mmh, tout dépend comment la patiente va vivre son intervention. Et comment elle va se recroqueviller, comment elle va arrêter de bouger parce qu'elle a peur, parce qu'elle a mal et cetera. Et donc une cicatrice, encore une fois, on ne sait pas ce que va en faire la patiente. Donc mmh. il faut qu'un kiné soit là pour dire: «Bah, voilà ce qu'on peut en faire, voilà les dangers de ne pas étirer une cicatrice, de ne pas bouger au final». Parce que, une cicatrice, c'est comme une zone qui vieillit, et qui se recroqueville, sauf qu'il y Mmh. a eu un bistouri. Bon, mais ça s'étire, ça s'assouplit, ça se maintient. Surtout que je pense que dans l'inconscient collectif, ce qu'on ne saisit pas
dans la cicatrice, c'est qu'en fait, il y a plusieurs couches. Notre corps, c'est Ouais, comme un millefeuille et tous les ouais, feuillets, ils sont censés, quand ça se contracte, quand on fait un mouvement, tous les feuillets, ils sont censés glisser de manière assez harmonieuse. Ça se exactement. contracte, ça se Ouais, relâche et en fait, ouais, quand on a une incision, pour quelque raison, ça peut être une césarienne, ça peut être, oui, une arthroplastie. En fait, vous traversez tous ces couches du millefeuille et en fait, il faut ouais, et imaginer ça que le colle. millefeuille, du coup, ben, comme quand vous coupez, quoi, toutes les couches se mélangent un peu Exactement. et nous, le travail qu'on fait, c'est essayer de rétablir les plans de glissement. Donc Ouais. vraiment, c'est important de le voir comme ça, parce que tout de suite, ça fait un peu sens. Moi, il y a plein de patients qui pensaient que c'était juste la peau. Du coup, elles voyaient pas Mmh. trop l'intérêt. Elles avaient pas Ouais. capté on n'allait pas Mais juste c'est vrai trifouiller que la cette peau, quoi. notion de oui, oui, Mmh. cette notion de millefeuille, elle est importante parce que, ce glissement dans les tissus, ben, c'est ce qu'on voit quand on est jeune et c'est ce qu'on perd en vieillissant parce qu'on est trop souvent recroquevillé et même sans cicatrice, ça colle, ça Mmh. glisse plus. Complètement. Donc, a fortiori s'il y a une cicatrice et a fortiori s'il y a de l'irradiation, et puis les incidents, inhérents au cancer du sein, les cordes lymphatiques, les Ouais. lymphocèles et tout ça, ça fait encore plus de raisons de ne pas bouger correctement. Mmh. Le porte-à-quatre, tout ça, tout ça. Le porte-à-quinte, le cathéter de la chimio, ça Ouais. c'est une cicatrice supplémentaire, c'est une région que les femmes n'osent pas étirer parce qu'elles ont peur Mmh. que ça bouge et voilà, c'est encore une source de conflits, de raideur, de limitation, de crainte, Mmh. oui, oui, mais c'est une liste énorme en fait de tout ce qui va perturber le corps féminin. Tout C'est à fait. fou et dont les gens n'ont pas conscience. Mmh. Complètement. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qu'on pourrait souhaiter, pour le futur de la recherche dans le cancer du sein? Quelles seraient les avancées à souhaiter? Bah, les avancées pour moi, c'est, bien évidemment, on parle toujours dans ces cas-là des traitements. Mmh. Mais, moi je suis pas d'accord. Avant de parler de traitement, il faut parler de prévention. Mmh. Pourquoi il y a un chiffre qui a été publié récemment, entre, les années 99 et 2020, donc en 30 ans, 99 ou 90, hein, je sais plus, voilà comment oui 90 et 2020. En 30 ans, il y a eu une augmentation de 70 des cancers chez les moins de 50 ans. Mmh. Donc je répète, hein, en 30 ans, il y a eu plus de 70 d'augmentation des cancers chez les moins de 50 ans. Bah, on aura beau chercher des médicaments, OK, c'est Ouais. bien, on est d'accord, hein, donner des sous pour la recherche, trouver les médicaments, les traitements, parfait. Mais pourquoi il y a eu une telle augmentation, en plus chez les moins de 50 ans? Parce que le cancer, jusqu'à présent et le cancer du sein, c'est un exemple. C'était le cancer du sein de la femme ménopausée vieillissante. Oui, Le c'est vrai. cancer, c'est un bug au niveau de l'ADN et c'est souvent lié au vieillissement. OK. Sauf que maintenant, on a des jeunes femmes qui ont 30 ans, qui ont 20 ans, Mmh. qui ont moins de 40 ans, qui ont des cancers du sein. C'est ça qu'il faut percer, c'est ça qu'il faut, essayer de comprendre pourquoi la glande mammaire capte si facilement toutes les cochonneries de l'environnement, de l'alimentation, de ce qu'on respire, des pesticides, et cetera, et cetera. Pourquoi cette glande mammaire, elle développe des cancers? Après qu'on trouve les traitements, encore une fois, hein, qu'on se me prenne pas sur ce que je dis, hein, c'est parfait de trouver les traitements, mais qu'on arrête de rendre les gens malades. Mmh. Ce Et serait moi déjà ça, bien, je ouais. trouve que c'est fou parce qu'on le dit on n'en parle pas. Là, on rediscute, faut-il interdire le glyphosate ou pas? Enfin, on en est là encore. Mmh. Bon sang, mais c'est pas possible d'entendre ça. Enfin, moi, Mmh. ça me révolte. Quand je vois toutes ces jeunes femmes qui ont des cancers du sein triple négatifs, qui sont des Mmh. cancers hyper virulents, bah, c'est moi, faut qu'on comprenne pourquoi. Ouais. Pourquoi il y a tous ces cancers qu'on ne sait pas soigner? Mmh. Moi, c'est ça ce que je vois dans l'avenir, hein, je pense bien sûr, les traitements, on va trouver et on trouve de mieux en mieux, de plus en plus. Il y a des cancers métastatiques, des patientes qui vont vivre très, très longtemps avec leur cancer métastatique. Alors qu'avant, malheureusement, ces patientes, elles disparaissaient très vite. Mmh. Là, on est très performant dans les traitements, mais bon sang qu'on trouve les Ouais, causes. qu'est-ce qu'on fait pour la prévention, quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour la prévention? On est à 62 000, cas de cancer du sein, alors qu'il y a pas si longtemps, on était à 58 000. Mmh.
Alors j'ai Alors peut-être oui, une question bête, mais est-ce que c'est aussi parce qu'on s'est amélioré en dépistage? alors non, parce que en fait, l'amélioration du dépistage, elle s'est vue, au début de la mise en place du dépistage. D'accord. Et aujourd'hui, le dépistage, il est pas bon au niveau des pourcentages de femmes qui vont faire le dépistage. On est à 50 des femmes qui se font dépister. Mmh. Donc il faut continuer à dire aux femmes, «Dépistez-vous» parce que plus un cancer est découvert, précocement, plus il sera facile à soigner et plus il aura de chances, en termes de survie. Donc oui, il faut se faire dépister, Et mais il faut comment on surtout se fait dépister? alors comment on se fait dépister? Ben, il faut regarder ses seins, il faut se palper et puis il faut faire des mammos quand c'est l'âge de faire des mammos et régulièrement Mmh. et voilà et puis il faut écouter les jeunes femmes qui disent: «Bah, moi, j'ai un truc qui me paraît bizarre, Mmh. je voudrais bien passer des contrôles». «Ah non, vous êtes trop jeune», bah, non, faut plus dire ça, Mmh. Mmh. faut plus dire ça. OK. Ouais, ça c'est inadmissible. Mmh. Et ça désengage les femmes en fait à consulter. Et moi, Oui, je l'entends beaucoup trop souvent, les consultations gynécologiques qui sont traumatisantes pour, bon, bah, pour d'autres raisons au début de la vie. Hein. C'est bah, mon gynéco ne m'écoute pas parce que je ne veux pas prendre la pilule ou parce que lui veut me donner la pilule. Enfin, c'est mmh, tout. Voilà. Et après, il y a vraiment des traumatismes qui se créent à ce niveau-là quand une patiente n'est jamais écoutée, que ses paroles sont toujours remises en question, Mmh. etc. Alors que bah voilà, bah, plus tard, elle va moins consulter, elle va bien sûr. moins s'engager dans les dépistages malheureusement, et puis elle a moins confiance en la médecine et on se Oui, retrouve oui. comme ça avec des Tout à fait, c'est une éducation qui se met en place, une éducation à la non-confiance dans la médecine, dans les Mm, médecins parce que, souvent il y a pas d'écoute, il y a pas mm, de collaboration, hein. Ouais. Moi j'en parle beaucoup maintenant dans la formation, du point de vue de l'alliance thérapeutique, c'est-à-dire qu'on est encore beaucoup dans une médecine paternaliste où on dit, ouais, bah: «Vous me suivez, vous obéissez et puis vous C'est ne ça. mm, discutez pas» Mmh. et c'est ça. c'est pas sérieux. Donc fort Mm, heureusement, les médecins plus jeunes ont tendance à être un peu plus dans la collaboration, mais il y a encore trop de cette médecine à sens unique, mm, on répond pas aux questions du patient, on n'explique pas, on n'a pas le temps, mm. heu, alors que, c'est pas une perte de temps, hein, c'est C'est la au moindre des contraire choses. pour, c'est la moindre des choses. Mmh. Ouais, Mmh. Et tu sais, un des complètement. retours qu'on a régulièrement sur l'aménorrhée, c'est que généralement, les femmes en ont déjà parlé avant qu'on les rencontre, nous, et qu'on leur Ouais, explique un petit peu ce qui se passe comme mécanisme. Et les réponses qu'on leur donne, c'est: «Ben, vous voulez pas d'enfant tout de suite? C'est pas grave». Et en fait, il y a ce truc autour de la reproduction, tu es là: «Mais en fait, je suis pas ju enfin, ma santé des os est potentiellement impactée, en fait, ouais, donc s'il vous plaît, ouais, je suis pas juste un ovaire, enfin 2 ouais, ovaires, p au-dessus d'un utérus, quoi», donc un peu de considération sur la plainte des femmes. Et oui, c'est quelque chose qui ne doit pas être pris à la légère, que ce soit une boule dans le sein, que ce soit, enfin, voilà, c'est ce qu'on disait sur, N'importe quoi, un mmh, ressenti, une peur, une anxiété, enfin, ouais, il y mmh, a toujours moyen d'écouter, d'informer, de prévenir, hein, mmh, comme vous disiez, Jocelyne. Et je trouve que ça marque aussi un gros gap qu'il y a entre les recherches qui ont évolué. Maintenant, justement, on inclut beaucoup plus de femmes. Parce que ça, enfin, c'était le propre de la recherche médicale il y a 50 ans, où les femmes étaient très peu incluses dans les recherches cliniques, etc. Parce mmh, que justement, le cycle menstruel, le mmh, fait qu'on soit différente hein, des hommes, mmh, c'était complexe et du coup les diagnostics étaient moins bien faits. Mais ça maintenant, en recherche, le gap est quand même beaucoup moins important aujourd'hui et on se retrouve encore avec des discours bah, de devrait plus exister en fait tout simplement. mmh, ouais. Mm. Oui, on est en et d'ailleurs, c'est pointé actuellement, dans certains écrits, où, la médecine était basée sur le corps masculin et pas sur le corps mmh, féminin Mm. et que, prendre en considération le corps féminin, et en particulier pour des pathologies qui sont des pathologies quand même,
très féminines comme le cancer du sein, C'est ça. ça Hormonorépondantes, alors qu'on les a exclus de la recherche parce que tu comprends, les hormones, c'est pénible, ça change tout le temps. bah oui, Bah oui, ben voilà, écoutez, voilà, on est comme ça, donc par va falloir exemple. trouver, Mmh. questionner le truc. Bah, tu sais, dans la recherche en sciences du sport, elles étaient incluses pendant la phase de menstruation parce que, ouvrez les guillemets, c'est là où elles ressemblent le plus aux hommes, parce que leur Ah taux oui, d'hormones est au plus bas. Genre, oui, c'est bien, bah d'accord. ça couvre que 5 jours du cycle, mais très bien, on va s'en contenter. Ouais, Aïe, aïe, c'est aïe. hallucinant, il y a du Mmh, chemin encore, hein. mmh, mmh. Ok, bon, on a une dernière question, c'est notre question un peu fétiche du podcast. D'accord. On essaye de normaliser le discours autour des menstruations, donc qui est mon sujet de thèse et du coup, bah, l'absence de menstruation, c'est vraiment le fruit des recherches de Barbara, donc c'est vraiment ce qui nous rejoint toutes les 2. Et la question qu'on pose à nos invités, c'est: est-ce que tu peux nous partager comment tu as vécu tes premières règles et quand est-ce qu'elles sont arrivées? Si tu acceptes, bien sûr. Ah oui, oui, bah, bien sûr, non, il y a pas de sujet tabou, mais simplement, ça remonte à tellement loin que je me souviens plus trop. Hem, Franchement, je crois que, ma maman m'avait expliqué, donc je garde pas un souvenir, traumatisant Mmh. de cet épisode et je me souviens pas d'avoir, ressenti quelque chose de négatif. OK. Voilà, c'est un épisode de la vie comme un autre et c'était pas, plus, ni dans un sens ni dans l'autre. C'est-à-dire, c'était pas Ouais, ouais. plus fêté que ça. Là, on prépare actuellement pour un congrès, on va jouer les monologues du vagin Ah et génial. dans les monologues du vagin, il y a tout un tas de passages par rapport aux règles et alors c'est amusant parce que, il y a un passage où je dois dire par rapport à différents âges, et je parle sur la survenue des règles et moi je m'identifie pas à ce qui est écrit parce que, ça n'a jamais été ni traumatisant, ni hyper fêté, ni Mmh. célébré et cetera. Mais je pense que ça dépend beaucoup aussi des parents, de comment les Complètement. parents, expliquent, les choses et avec Mmh. quel naturel ils l'expliquent pour, voilà, pour pas en faire plus que ce qui est nécessaire. Tout à fait. Et moi, ce qui m'avait choquée, c'est, je crois qu'une des nos dernières invitées, ça doit être Stéphanie Merriot, était plus marquée par une remarque qu'on a dû lui faire quand elle avait 10 ans sur, sa tenue. Elle avait pris, C'est enfin ça. grosso Elle avait même modo, pas 10 ans. elle avait même pas 10 ans, quelqu'un lui avait fait une remarque sur la Mmh. tenue qu'elle avait, et le physique qu'elle avait, en fait, à cette époque. Et cette marque, elle nous l'a ressorti vraiment mot à mot et elle a eu le Ouais, même, elle nous a retranscrit la même chose que toi en disant: «Oh, ça m'a pas plus marqué que ça». Et en fait, c'est fou en se disant sur l'image corporelle, sur justement c'est pour ça qu'on mmh, essaye qu'on t'a questionné aussi beaucoup là-dessus, c'est un sujet qui nous intéresse, de se dire: «Waouh, comment une phrase, dite à la volée comme ça par un entraîneur à une sportive la marque encore, 40 ans plus tard, au point de nous la restituer au mot près alors que ah la mais bien survenue sûr. de ses premières règles, elle a aucune idée, quoi. Donc Ouais, ouais, c'est assez ouais, impressionnant. Mmh. ouais. Merci Jocelyne pour cet échange vraiment riche. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut te suivre, pour ton travail? Bah, j'ai un Instagram qui s'appelle Jocelyne Roland Kiné OK, et puis, des pages Facebook, super. voilà On mettra en barre j'essaye d'infos. de partager sur mon Instagram mes actualités parce que c'est vrai que là, en octobre, on nous demande beaucoup, beaucoup Mmh. de conférences, de podcasts, de choses comme Mmh. ça et moi, je pense que c'est important de faire passer des messages pour aider les femmes parce qu'on a encore beaucoup à faire, hein, tout le Mmh. monde l'a vu. Et tu nous as parlé de ressources, notamment sur l'HAS. Est-ce que tu en as d'autres comme ça qui te paraissent pertinentes et importantes à partager? Ben, il y a cette plateforme de l'HAS, ça c'est vraiment, un bond phénoménal, dans la connaissance de la reconstruction et après moi j'aurais tendance à envoyer les patientes vers, Rose Up, OK. heu et leur site parce que, Rose Up essaye vraiment d'aider les femmes et en publiant de l'actualité sur le cancer, des témoignages, des interviews, ça donne beaucoup, beaucoup d'informations dans le cadre du cancer et pas seulement que le cancer du sein. Ça, c'est Mmh. important aussi parce que malheureusement, il y a tout un tas d'autres cancers qui touchent les femmes Mmh. et il y a des tas de problématiques qu'on a évoquées, en particulier avec l'activité physique, qui sont intéressantes pour d'autres cancers Tout à et fait. puis Mmh. les problématiques du corps féminin, malmené, enfin voilà, ça Mmh. c'est donc je conseillerais beaucoup de suivre l'actualité de Rose Up. OK, eh bah, c'est OK. noté. Bah, merci beaucoup encore. C'était très enrichissant, même pour moi qui voilà, ne fait pas de kiné.
mais qui me sent concernée par la santé féminine. C'était vraiment très enrichissant. Eh ben, tant mieux. Eh ben, merci en tout cas à vous deux de m'avoir invitée et ravie de venir bientôt à La Réunion pour continuer à porter la bonne parole pour aider les femmes. Avec plaisir, on ira à la plage justement, on ira faire de l'activité physique Génial. sur la plage ensemble, Jocelyne, Super. je viendrai te voir. Je demande un coaching particulier pour ma sarcopénie du vieillissement. Allez, parfait, on fera ça. Bah, merci beaucoup et au revoir tout le monde, à bientôt. Merci, au revoir tout le monde. À bientôt. Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré et des commentaires bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier sur le sujet de la femme sportive, n'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt!